Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin au temps fort politique et parlementaire d'hier au Sénat. Je veux bien sûr parler de l'audition de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur qui a fait face aux sénateurs à la suite des violences de samedi dernier, de cet acte 18 de la mobilisation des Gilets jaunes qui a été synonyme de casseurs et de saccages, notamment sur les Champs-Élysées. Notez que Christophe Castaner était également auditionné avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a lui été interrogé autour des conséquences pour les commerçants de ce samedi extrêmement violent et des autres samedis de mobilisation des Gilets jaunes. Mais c'est bien sûr le ministre de l'Intérieur qui a concentré les questions et l'attention. Une trentaine de questions assez directes posées par les sénateurs et on a pu retenir un certain nombre d'informations de la part de Christophe Castaner. D'une part, Christophe Castaner a expliqué les raisons du limogeage du préfet de police de Paris, Michel Delpech, par de graves dysfonctionnements au sein de la préfecture. Il a expliqué que la doctrine qui avait été décidée par le ministère de l'Intérieur n'avait pas été suivie en termes de mobilité, mais aussi en termes de fermeté à l'égard des manifestants. Notez également cette information qui a été donnée par Christophe Castaner, le fait que samedi matin, les casseurs voulaient à nouveau reprendre l'Arc de Triomphe et qu'ils avaient enfoncé le souterrain qui permet d'y accéder. Sachez enfin que Christophe Castaner a dit qu'il était difficile d'agir dans ces circonstances puisqu'il est d'une part taxé de laxisme, d'autre part certains ont comparé la politique du gouvernement au régime de Vichy. Enfin, sachez que le ministre de l'Intérieur a écarté le fait de remettre en place l'état d'urgence. En revanche, il en attend beaucoup de l'application de la proposition de loi anti-casseurs, la proposition de loi dite Retailleau. Retour donc à cette audition qui s'est tenue hier au Sénat. Madame la Présidente, Messieurs les ministres et chers collègues, les violences et les pillages qui sont survenus principalement à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France samedi dernier, la constatation par le gouvernement de dysfonctionnement dans les opérations de maintien de l'ordre ont rendu nécessaire cette nouvelle audition. Sophie Primas et moi avons voulu qu'elle porte à la fois sur les conditions du rétablissement de l'ordre public nécessaire à l'expression des libertés et sur les conséquences économiques, qu'elles soient générales ou particulières, d'une situation d'extrême tension qui se prolonge depuis plusieurs mois. C'est le rôle du Parlement que de permettre au gouvernement de s'expliquer devant les Français en répondant aux questions de la représentation nationale. L'exercice auquel nous nous livrons cet après-midi vient en outre en écho à l'audition à laquelle nous avions procédé le 4 décembre dernier, à la suite des graves violences constatées à Paris lors des manifestations du 1er décembre. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le secrétaire d'État, vous vous souvenez de nos échanges qui remontent maintenant à il y a près de 4 mois. Notre but, c'est d'évaluer avec vous la pertinence des mesures qui avaient été alors annoncées, de partager avec vous vos analyses et les nôtres sur les dysfonctionnements que vous avez identifiés, et enfin, d'apprécier l'utilité, la contribution des mesures annoncées par le Premier ministre hier au rétablissement de l'ordre. Je dois dire, d'entrée de jeu, au nom de tous nos collègues, mes chers collègues, j'espère que je peux me prévaloir de votre adhésion aux propos que je vais tenir, que nous saluons, le Sénat salue, l'action et l'engagement de nos forces de l'ordre. Depuis maintenant 4 mois, elles font tout leur possible pour assurer chaque samedi la sécurité des personnes et des biens. Et je crois qu'il faut absolument leur rendre hommage. Si nous discutons ici des conditions du maintien de l'ordre public, c'est aussi parce que nous recherchons sincèrement les moyens de leur permettre d'accomplir leurs tâches avec une pleine efficacité.
quand elles sont tenues en échec par des mouvements ultra-violents qui sont évidemment d'une nature un peu nouvelle, même si, hélas, ils se sont répétés au cours des derniers mois. Donc je veux assurer les forces de l'ordre et les agents de la sécurité publique individuellement de notre entier soutien et de toute notre reconnaissance. Nous procéderons dans les jours qui viennent à d'autres auditions, organisations syndicales, aux responsables du maintien de l'ordre, ainsi qu'à celle de Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous avons aujourd'hui à vous poser un certain nombre de questions sur les événements de samedi dernier. 5000 hommes étaient mobilisés, 1500 délinquants ultra-violents ont dévasté les Champs-Élysées et nous constatons effectivement que nos forces n'ont pas su contenir ces exactions. 18 semaines après le début de la mobilisation des Gilets jaunes, comment expliquer une telle situation, alors même que des signes d'une recrudescence de la violence avaient été perçus en amont par les services du renseignement territorial? C'est une question essentielle à laquelle vous serez amené naturellement à répondre. Est-ce que les contrôles en amont des manifestations ont été suffisants? Est-ce que les conséquences en ont été tirées? Pourquoi l'usage des lanceurs de balles de défense, dont vous avez défendu, Monsieur le ministre de l'Intérieur et Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, semaine après semaine, la nécessité n'ont pas été davantage été utilisés samedi? Il y a là-dessus, évidemment, de nombreuses interrogations auxquelles vous pourrez, je l'espère, répondre. Deuxièmement, sur la conduite générale des opérations de maintien de l'ordre depuis décembre et la stratégie du maintien de l'ordre, nous avons également un certain nombre de questions, parce que le 4 décembre dernier, vous nous aviez indiqué qu'une évolution de la doctrine de maintien de l'ordre avait été actée, qu'un groupe de travail intérieur-justice se réunissait, qu'il devait livrer ses conclusions au mois de janvier et que vous reviendriez vers nous pour nous livrer les conclusions de ce travail. Je crois que le moment est venu pour vous de le faire. Et puis nous avons une troisième série de questions sur les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement hier. L'interdiction de manifester dans certains lieux quand on a identifié la présence de casseurs. Quelle sera l'utilité réelle d'une telle mesure? Je me souviens que lors de votre audition en décembre, vous vous étiez vous-même interrogé sur l'utilité de ce type de mesure avec les risques de déport des hordes de délinquants vers d'autres secteurs que ceux que l'on protège. Nous avons aussi des questions à vous poser sur le renseignement, sur notre connaissance des groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche et sur les moyens qu'on aurait, les ayant identifiés, de judiciariser, notamment avec l'application de la loi de mars 2010 qui renforce la lutte contre les violences de groupe, des individus avant qu'ils ne commettent des actes d'agression. C'est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende que de faire des actes préparatoires à la commission en réunion de faits de violence ou de dégradation dans le cadre d'une manifestation. Il y a un arsenal juridique, il nous semble qu'il faut l'utiliser. Enfin, il a été annoncé une augmentation du montant de la contravention en cas de participation à une manifestation non déclarée. Nous allons vous demander si cette contravention modique aujourd'hui est souvent prononcée et si vous avez un réel espoir que l'augmentation de la contravention jouera un rôle dissuasif et efficace pour prévenir ce type de manifestation. Alors, messieurs les ministres, nous allons vous laisser la parole, bien sûr. Je voudrais vous apporter quelques précisions, ainsi qu'à mes collègues, sur l'organisation de nos débats. Nous sommes très nombreux, il faut donc que nous acceptions une forme de discipline, mais nous en avons l'habitude au Sénat, puisque notre temps de parole est strictement mesuré en séance. Alors, mes chers collègues, les ministres, d'abord le ministre de l'Intérieur, puis le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État, s'ils le souhaitent, s'exprimeront chacun pour 10 minutes
environ. Puis, la présidente Sophie Primas donnera la parole à ceux d'entre vous qui le souhaitent pour poser des questions au ministre de l'économie et des finances pour une vingtaine de minutes. Le ministre sera ensuite invité à y répondre, s'il le veut bien, dans une dizaine de minutes, mais on ne va pas lui couper la parole s'il a besoin de nous donner davantage d'explications en réponse. Monsieur le maire est naturellement invité à participer à la suite de l'audition s'il le souhaite. La suite de l'audition, eh bien, je donnerai la parole à nos collègues qui voudront vous poser des questions pour une quarantaine de minutes sur les questions d'ordre public, de doctrine d'emploi des forces de sécurité et de mise en œuvre des nouvelles mesures qui ont été décidées par le gouvernement. Alors maintenant, mes chers collègues, vous m'avez vu venir avec de très gros sabots. Ça implique de votre part que vous acceptiez, et je crois qu'il y a un compteur, un chronomètre en état de marche devant vous, que vous ne dépassiez pas pour vos questions 1 minute et demie. Je vous rappelle qu'il s'agit de questions. Je sais que M. Grosdidier n'aura aucun mal à tenir cette autodiscipline parce qu'il s'est imposé un fort entraînement ces dernières semaines. Mais je crois que vraiment, si vous voulez être un peu partageur, que chacun de nos collègues puisse poser sa question, il faut qu'on s'en tienne à cette discipline. Alors, j'ai toujours ce rôle ingrat. Sophie Primas n'a pas voulu le tenir. Elle m'a laissé vous décrire l'organisation de nos travaux, mais nous serons intraitables. Voilà. Alors, pour respecter ce que je viens de dire, je donne, si Sophie Primas en est d'accord, la parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président Philippe Bas et Madame la Présidente Sophie Primas, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Vous l'avez dit, avec solennité, avec émotion, avec fermeté, samedi, une nouvelle fois, Paris a été frappé de violences inacceptables. Samedi, une manifestation déclarée au même moment, la marche pour le climat, au sein de laquelle 36 000 personnes, soit 3 fois plus de monde que sur les Champs-Élysées, nous avons pu voir qu'elle peut se dérouler sans violence. Je le précise parce qu'il y avait aussi une autre manifestation encore, Marche des Solidarités, et donc 3 grandes manifestations étaient organisées sur Paris. Si nous en avions besoin, la preuve est faite une fois de plus que le problème, ce ne sont pas les manifestations. Le problème, ce sont les ultra-violents qui s'infiltrent dans tous les cortèges, qui cassent et qui pillent. Les ultra-jeunes et les black blocs qui poussent tous les manifestants vers la brutalité, vers la radicalité. Et sur les Champs-Élysées, samedi, il n'y avait plus de manifestants, il y avait des casseurs. J'évoquais le chiffre de 1500 black blocs identifiés très vite. Mais nous avions 8500 violents, 8500 casseurs qui étaient présents à leur côté. Des casseurs prêts à tout, des casseurs prêts à tuer. Nous avons tous vu l'immeuble incendie avec cette femme et son enfant sauvés in extremis par les policiers et les sapeurs-pompiers que certains ont tenté d'empêcher d'intervenir. J'aimerais d'abord, Monsieur le Président, dresser un bilan de cette journée. La journée de samedi a un lourd bilan. 27 magasins pillés, plus de 130 dégradés, 79 feux, dont 5 bâtiments, 30 policiers, gendarmes et pompiers blessés. Certains très gravement. Je pense à ce gendarme dont la mâchoire supérieure a été fracturée à cause d'un pavé. En 18 samedis, je tiens à vous le préciser, c'est le bilan le plus lourd pour les forces de sécurité intérieure que nous avons enregistré pour vous dire la violence de la situation à laquelle ils ont été confrontés. Et depuis le début du mouvement, chacun le sait ici, le bilan des casseurs, c'est près de 4000 blessés chez les manifestants et les forces de l'ordre. Il y a un bilan matériel, il y a un bilan humain, il y a aussi un bilan économique grave, inquiétant, et évidemment, Bruno Le Maire pourra le détailler. Je voulais juste revenir sur un point. Ce samedi, on a entendu une immense complaisance de la part des casseurs sous gilets jaunes, notamment vis-à-vis de la mise à sac d'un célèbre restaurant ou de kiosque à journaux. La réalité, c'est qu'avec ce genre d'actes, ce ne sont pas les clients qui sont pénalisés, c'est le serveur qui gagne le SMIC et qui se retrouve au chômage technique. C'est le kiosquier qui se lève à 5 h du matin et voit sa vie détruite. Après les manifestations du 1er décembre, Monsieur le Président, nous étions déjà venus nous exprimer devant vous. Et nous avions pris des engagements. Je le fais avec Laurent Nunez, une nouvelle fois avec la même solennité, avec le même esprit républicain. Face à des ultras qui ne pensent qu'à détruire la République, qui n'ont plus d'idées, mais qu'une envie, détruire, tuer, nous devons faire front. Nous devons faire face, faire condamner les violences, soutenir les forces de l'ordre, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, et l'autorité de l'État sans aucune ambiguïté.
Je tenais à dire que depuis le 1er décembre, depuis le 4 décembre, notre rencontre ici au Sénat, les choses ont changé. Nous n'avons pas baissé la garde et nous nous sommes adaptés aux méthodes des casseurs. Nous nous étions engagés. Et il est vrai que les choses s'étaient relativement mieux passées sur Paris comme partout en province. Et l'explosion que nous avons connue samedi montre les limites d'un système mis en place, j'y reviendrai. Nous avons évolué d'abord dans notre doctrine. Nous avons choisi de devenir plus mobiles. Nous avons convenu de méthodes anti-émeutes et plus de méthodes seulement de maintien de l'ordre. Parce qu'il faut faire la différence aujourd'hui entre les manifestants qui manifestent et les émeutiers qui viennent pour casser. Nous avons décidé de muscler notre arsenal législatif. Vous avez adopté définitivement la semaine dernière la proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Cette proposition de loi déposée par Bruno Retailleau, pour laquelle, Monsieur le Président, je vous avais indiqué, pour reprendre la référence de votre propos liminaire, qu'un groupe de travail entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice se réunirait pour qu'il produise ses conclusions au 15 janvier. Et c'est sur la base de ces conclusions que nous avons travaillé à l'Assemblée puis au Sénat. Je veux enfin vous dire qu'aucun acte ne reste impuni et que rien que pour la journée de samedi, nous avons procédé à 340 interpellations. La justice suit son cours et hier, près de 60 personnes sont passées en comparution immédiate. J'en reviens maintenant à la journée de samedi précisément. D'abord, nous avions prévu, et c'est presque un paradoxe que de vous le dire, mais nous devons l'assumer, nous avons prévu ce niveau de participation et ce niveau de violence. Vous avez interrogé sur le renseignement, Monsieur le Président. Je vous le dis, nos renseignements étaient bons et notre dispositif, plus de 5000 policiers et gendarmes, était très important. Il n'y a donc pas eu, en amont, un problème d'anticipation. Devant les notes qui nous remontaient sur les risques de débordement, nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire. La plus grande fermeté. Nous avons souhaité que tous les auteurs puissent être sanctionnés, tous les troubles interrompus. Et je voulais qu'il soit clair que nous devions avoir aucune pudeur à rétablir l'ordre. Au regard des événements de la journée, un constat s'impose. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. Il y a eu des dysfonctionnements, ils ont causé des violences. Alors nous avons immédiatement et précisément examiné les événements et pris les décisions qui s'imposaient. Je parle de décisions qui s'imposaient parce que nous devons comprendre que les Black Blocs ne sont pas un épiphénomène. Il s'agit d'une menace en profondeur que connaissent nos démocraties au niveau mondial et que nous connaissons en France. D'une menace puissante et répétée. Une menace née en marge des sommets internationaux qui s'est étendue à toutes les manifestations. Nous nous rappelons de la loi El Khomri, nous nous rappelons des 1er mai successifs. C'est une menace violente, systématique et des coups portés. Nous nous rappelons aussi du sommet de l'OTAN en avril 2009 à Strasbourg. 85 UFM étaient mobilisés sur 3 jours, soit 11 000 policiers et gendarmes. Et un Black Bloc a ravagé le quartier du Pont du Rhin, a brûlé un hôtel Ibis, une pharmacie, un poste frontière. Il y a eu à ce moment-là 300 interpellations. Sans garde à vue, 15 personnes ont été jugées. Cette menace, elle est constante et elle nous oblige à réagir fermement, fortement. Parce que c'est d'abord une menace pour les manifestants, pour les Français et pour les libertés. Notre mission et celle du gouvernement, c'est de ne laisser aucune menace s'installer, c'est d'y réagir vite, fermement. C'est ce que nous avons fait et comme l'a annoncé le Premier ministre hier, nous sommes arrivés à plusieurs conclusions. Après, il faut avoir en tête cela. Des semaines d'un travail de sape sur l'usage des armes intermédiaires, des consignes inappropriées ont été passées qui ont découragé les forces de l'ordre de les employer. Dès samedi soir, nous avons décidé d'une série de mesures pour combattre plus efficacement les violences, pour mieux contenir les casseurs. D'abord, nous allons renforcer notre doctrine de maintien de l'ordre, tout en protégeant le droit de manifester. Nous voulons réaffirmer une gradation. Pour une manifestation déclarée, avec un service d'ordre qui travaille en amont avec la police, il n'y aura aucun changement. En revanche, nous serons implacables dans la lutte contre les manifestants des mouvances ultra et nous interdirons les manifestations dans les lieux les plus symboliques où nous savons que les personnes viennent pour détruire. Je pense évidemment aux Champs-Élysées, je pense à la place Péberlan à Bordeaux, je pense aussi à la place du Capitole à Toulouse. Je me suis entretenu hier avec le maire de Bordeaux et nous poursuivrons avec lui la définition de la zone d'interdiction. J'ai rencontré ce matin le maire de Toulouse et nous verrons avec lui, et avec le préfet évidemment, la zone autour de la place du Capitole qu'il conviendra d'interdire. Et puis ensuite, sur ces lieux-là, dès qu'il y aura, sur ces lieux-là ou ailleurs, dès qu'il y aura un attroupement, il sera dispersé. Nous avons décidé aussi des mesures d'organisation importantes.
Nous allons amplifier les détachements d'action rapide, les DAR, en les faisant évoluer en unités anti-casseurs, pour viser spécifiquement ceux qui viennent et s'organisent pour détruire. Nous allons équiper les forces de tous les moyens technologiques utiles, avec une montée en puissance. Mais dès samedi, de nouveaux dispositifs seront opérationnels. Tous ne le seront pas, ils monteront en puissance. Nous voulons tirer parti de toutes les expérimentations en cours. Je pense par exemple à l'usage des drones. Je pense aussi à l'usage de produits marquants ou une utilisation plus répandue encore de la vidéo. Enfin, nous allons déployer plus d'officiers de police judiciaire et plus de moyens pour un traitement efficace et rapide de la manœuvre judiciaire. Cela impose des lieux adaptés, des moyens de transport collectif adaptés. Nous les utiliserons et nous rouvrirons les lieux nécessaires à cela, y compris le dépôt à Paris. Ces dispositifs montreront des effets immédiats et seront renforcés très bientôt par les dispositions de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Je l'affirme une fois de plus devant vous, participer au pillage, appeler à la haine et à la destruction, c'est être complice. C'est chercher le chaos et pas les revendications. La garde des Sceaux travaille en lien avec nos services aux évolutions réglementaires qui permettront d'augmenter très sensiblement les amendes pour participation à une manifestation illégale. Nous souhaitons qu'elle puisse être opérationnelle d'ici samedi. Nous avons soumis un texte aujourd'hui même au Conseil d'État pour y travailler. Quant à nous, nous utiliserons autant que nécessaire l'article 40 du Code de procédure pénale face aux attaques et face à tous ceux qui appellent au débordement. Enfin, pour mettre en place ces mesures que nous aurons l'occasion de détailler au moment des questions, Monsieur le Président, Madame la Présidente, un nouveau préfet de police sera nommé demain. Il s'agit, vous le savez, de Didier Lallement. C'est un grand serviteur de l'État. Il aura une feuille de route très claire pour réorganiser et renouveler ses équipes. Mesdames et Messieurs les sénateurs, avant de laisser la parole à Bruno Le Maire et de répondre à vos questions, j'aimerais, comme vous, Monsieur le Président, avoir un dernier mot. Je voulais dire, comme vous, aux forces de sécurité intérieure, une nouvelle fois, tout notre soutien. Face au courage dont ils font preuve, ils sont agressés, ils sont insultés, ils sont conspués. Et malgré notamment les campagnes de ces dernières semaines qui les ont mis presque systématiquement en cause, laissant croire qu'il y avait d'un côté de gentils manifestants et de l'autre de violents policiers, malgré cela, ils nous protègent sans broncher, ils nous protègent avec vigilance et rigueur. Monsieur le Président, pour conclure, je souhaite vous dire que les évolutions que nous avons choisies et mises en œuvre depuis décembre l'ont été dans leur définition avec les organisations syndicales. Et nous travaillerons, Laurent Nunez et moi, dès jeudi après-midi, avec l'ensemble des organisations syndicales du monde de la police pour assumer avec eux la meilleure mise en œuvre au plus près du terrain. Je vous remercie. Monsieur Nunez, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Ce que je vous propose, Monsieur le Président, comme le ministre s'est exprimé, c'est vous donner quelques précisions par rapport aux questions que vous nous avez posées. Pardon, je me rapproche du micro. Monsieur le Président, comme le ministre s'est exprimé, je vous propose simplement de vous donner quelques éléments de réponse aux questions que vous nous avez posées en propos liminaires. Parfois de manière très précise, donc je répondrai extrêmement précisément. Vous nous avez demandé si le dispositif de contrôle en amont avait été mis en place. Je vous confirme qu'il a bien été mis en place sur la base de réquisition du procureur de la République de Paris et que ce sont près de 7300 contrôles qui ont été effectués en amont et qui n'ont, compte tenu de l'adaptation des casseurs, des émeutiers qui se sont rendus sur Paris, ils s'adaptent, donc ils ne viennent pas forcément munis des mêmes armes par destination qu'on avait pu constater le 8 décembre. Donc ces contrôles ont donné lieu in fine à relativement peu d'interpellations. Vous avez posé la question du nombre de tirs de LBD qui avaient été tirés donc, pour la journée donc, de samedi dernier. Le chiffre précis, c'est 137 tirs de lanceurs de balles de défense, ce qui est, compte tenu de ce que a précisé le ministre, ce qui est exactement donc ce que disait le ministre, avec un usage donc dégradé par rapport à ce qu'on avait pu connaître les journées précédentes, puisque vous savez que au total il s'est tiré près de 13 000 tirs de LBD depuis le 17 novembre, dont on va dire environ 50 à 60% avaient été tirés le 1er, le 8 décembre et le 5 janvier. Donc on voit bien qu'on a eu un usage différent, avec de surcroît une munition qui était sans doute, et on est en train de regarder ça, moins puissante, avec une portée moins longue. Concernant la stratégie d'évolution de la doctrine, le ministre a répondu également à votre question très précise sur le groupe de travail. Le groupe de travail dont nous avions parlé, qui devait rendre ses conclusions en janvier, c'était le groupe de travail sur la préparation et qui travaillait en parallèle à la proposition de loi Retailleau. Donc ce groupe de travail
s'est ensuite fondu, si on peut le dire ainsi, dans le cadre des travaux que nous menions pour reprendre à notre compte cette proposition de loi, enfin pas la reprendre à notre compte, mais en tout cas y apporter un certain nombre de modifications. Et parallèlement, ce que nous avions annoncé lors de la précédente audition du mois de décembre est toujours d'actualité. C'est-à-dire que nous travaillons plus globalement à la réforme, à l'écriture d'une doctrine du maintien de l'ordre public et dont l'échéance n'est pas fixée. Ce sera pour l'été prochain. Donc et là, nous y travaillons. Et bien évidemment, cette doctrine reprendra les éléments que nous avons mis en œuvre dès le début décembre et les mesures que nous avons annoncées hier, que le Premier ministre a annoncé hier soir. Vous avez posé ensuite 2 questions extrêmement précises et j'en terminerai par là. La première, c'est le suivi par les services de renseignement de la mouvance d'ultra-droite et de la mouvance d'ultra-gauche. Je vous confirme, bien évidemment, que ces mouvances font l'objet, et vous le savez très bien, on a eu l'occasion d'en parler dans d'autres circonstances, font l'objet d'un suivi très étroit de tous les services de renseignement, pas seulement celui que vous avez cité, Monsieur le Président. Vous savez que vous avez la DGSI qui suit un certain nombre de ces mouvances, le renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Donc ces individus font l'objet d'un suivi, mais il faut bien insister sur le fait que s'ils sont présents au sein de ces mouvances, pas forcément d'ailleurs les militants d'ultra-droite pour ce qui était de la journée de samedi, donc s'ils sont présents au sein de ces mouvances, ils agrègent autour d'eux un nombre conséquent d'individus radicalisés, qui sont des gilets jaunes radicalisés, et qui commettent également des exactions. Il ne faut pas réduire, et le ministre l'a rappelé, 1500 individus ultra connus, violents, enfin connus, recensés parmi la mouvance ultra, et 8500 casseurs à leur côté, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir et de mettre en œuvre le texte de mars 2010 dont vous avez parlé, c'est-à-dire de caractériser l'infraction de la commission d'actes préparatoires en vue de la commission de violence et donc dans aucun cas de judiciariser. C'est possible parfois, mais c'est possible dans un nombre extrêmement limité de cas. C'est pour ça que nous pensons que la mesure qui vise au contraire à interdire de participer à des manifestations individuellement, telle qu'elle va s'appliquer, nous l'espérons maintenant rapidement, sera sans doute plus opérationnelle. Et la deuxième question, et j'en termine par là, c'est, vous avez posé la question par rapport aux arrêtés d'interdiction, ce que nous ferions si les manifestants se réunissaient à un autre endroit que le périmètre qui aura été défini dans le cadre de l'arrêté préfectoral d'interdiction de manifestation, dont je souligne au passage que nous n'avons aucun doute quant à sa légalité, compte tenu de l'importance des troubles à l'ordre public. Il ne fait quasiment aucun doute que n'importe quel juge administratif, elles ne vont pas préjuger de décision de justice, mais voilà, les troubles à l'ordre public sont tellement caractérisés que ces arrêtés ne souffrent aucune... Il ne semble pas qu'ils soient illégaux. Mais si la manifestation a lieu en dehors de ce périmètre, je rappelle, et ce sera sur cette base que nous fonderons nos interventions, que nous avons toujours la possibilité d'intervenir sur la base d'un attroupement d'individus en vue de commettre des troubles à l'ordre public. Et comme vous le savez, après sommation, le refus de se disperser devient délictuel et notre volonté sera bien évidemment d'aller interpeller ces individus et de les traiter dans le cadre du dispositif judiciaire renforcé dont a parlé le ministre de l'Intérieur. Et bien évidemment, lorsque, là encore, le texte qui est actuellement donc en cours d'examen par le Conseil constitutionnel sera entré en vigueur, on aura même la faculté d'interpeller sur la base de la commission d'un délit ceux de ces individus, et ils sont très nombreux, qui se dissimulent le visage à l'occasion de manifestations sans motif légitime. Voilà, je voulais juste apporter ces quelques Merci compléments. en tout cas, Monsieur le Ministre, d'avoir souligné l'extrême importance de ce texte pour vos services et pour maintenir l'ordre ou le rétablir quand il est compromis. Nous allons donc passer aux questions qui sont adressées au ministre de l'Intérieur ou au secrétaire d'État à l'Intérieur. La première question est celle du président Patrick Kanner. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres. L'ordre public est une condition de la liberté d'expression consacrée par notre République. Ce qui s'est passé samedi, après le 1er décembre, déjà, après tous ces samedis de mobilisation, est insupportable, comme l'est le sentiment d'impuissance que laissent passer les différentes déclarations gouvernementales. Bien sûr, nous condamnons les violences, comme nous le faisons systématiquement depuis 4 mois, mais condamner les violences ne suffit plus. Il faut aussi que le gouvernement entende les critiques sur son organisation du maintien de l'ordre autour des manifestations. Le Premier ministre a reconnu dimanche des dysfonctionnements, mais ce n'est pas que depuis samedi dernier que ça dysfonctionne. Ça fait des semaines. Les forces de l'ordre le disent, les syndicats le disent, les observateurs étrangers le disent, l'opposition le dit. Avez-vous entendu, messieurs les ministres ?
Débordements, impossibilité de contenir des casseurs ultra-violents, dérapage d'individus contre les forces de l'ordre. Tout cela est lié et confirme une forme de délitement au sein de l'État. Il est temps d'organiser le maintien de l'ordre dans notre pays de manière nouvelle. Je ne vous cache pas que les déclarations ce matin de M. Laurent Nunez sur la notion de contact peuvent inquiéter tous ceux qui croient à notre fonctionnement démocratique en matière de manifestation. Il est temps de revenir sur la suppression de 120 000 fonctionnaires qui empêchent le recrutement massif de forces de l'ordre dans notre pays, qui font face au terrorisme et à des bandes de casseurs. Il est temps de donner bien sûr des moyens humains à la justice pour qu'elle puisse agir contre ceux qui sont coupables de violence. En conclusion, toutes ces actions sont liées, messieurs les ministres. Toutes nécessitent un engagement de l'État et non pas un désengagement comme c'est le cas aujourd'hui. Une question très simple. Avez-vous correctement jugé l'ampleur des réponses à apporter à une situation inédite dans notre pays? Votre triptyque libérer, protéger, unir est-il toujours d'actualité? Merci, chers collègues. Je m'aperçois que j'avais oublié de rappeler la règle que nous avons fixée en début de séance. 1 minute 30 par question au maximum. Et maintenant que j'ai rappelé la règle, je pourrais la faire respecter. La prochaine question est celle de M. Henri Leroy. Oui, Madame et Monsieur les Présidents, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vraisemblablement vos mesures annoncées démontreront samedi prochain. Je salue le ministre de l'Économie et des Finances qui nous quitte. Allez-y, Monsieur Leroy. Et vous m'avez pris 10 secondes. Vos mesures démontreront samedi prochain, acte 19, si elles sont adéquates et surtout efficaces. Compte tenu de l'état de quasi-guerre urbaine vécu samedi dernier sur les champs, il était très possible, voire attendu, de prendre des dispositions pour interdire les manifestations, autoriser les perquisitions administratives en exploitant les renseignements en possession des services de police et de gendarmerie sur les casseurs, mais également les assigner à résidence, permettre aux commerçants de travailler enfin un ou plusieurs samedis, aux forces de l'ordre de souffler un petit peu, de rassurer tous les Français. Ma question, Monsieur le Ministre, pourquoi, en attendant la mise en application de la loi anti-casseurs, n'avez-vous pas demandé d'instituer l'état d'urgence qui se justifie pleinement? Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Madame Trendley. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Selon des informations relayées par la presse quelques jours avant la nouvelle manifestation parisienne, la préfecture de police aurait été informée par les services du renseignement d'un risque de mobilisation de plusieurs centaines de Black Blocs. Est-ce bien le cas? Je pense que vous allez le confirmer. Dans l'affirmative, quels ont été les moyens de contrôle mis en œuvre en amont des manifestations pour prévenir l'intrusion d'armes sur le périmètre de la manifestation? Des réquisitions du procureur de la République de Paris ont-elles été prises? Les moyens déployés pour assurer les contrôles étaient-ils suffisants? Et ont-ils été inférieurs aux moyens mis en place au cours des semaines précédentes? Je vous remercie. Merci de la concision de votre question, chers collègues. Madame Eustache-Brinio. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors j'ai bien écouté vos propos et vos explications au début de cette audition. Et comme beaucoup de Français, j'imagine, je n'ai toujours pas compris comment nous en sommes arrivés au saccage des Champs-Élysées samedi. Voilà, vos explications m'échappent un petit peu et j'ai toujours pas compris. Alors, un certain nombre de syndicats de police ont souligné des dysfonctionnements majeurs dans la chaîne de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation. Ils ont notamment regretté un manque de réactivité de la hiérarchie policière et des instructions trop tardives. Alors, Monsieur le Ministre, les services de la préfecture de police ont-ils été dépassés par les événements samedi après-midi? Y a-t-il eu un manque de préparation et d'anticipation, comme le laissent penser certaines critiques? Et alors, du coup, comment espérer que le maintien de l'ordre soit réellement assuré samedi prochain? Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Bonnecarrère. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous êtes sur une ligne de crête étroite entre les critiques pour manque de fermeté à la suite des violences que je condamne fermement et celles qui s'abattraient sur vous s'il y avait un nouveau drame de type Malik Oussekine ou Rémi Fraisse, ce qui me permet de souligner le professionnalisme des forces de l'ordre. Alors, Monsieur le Ministre, avons-nous un problème de loi ou un problème de mise en œuvre? Où est notre problème collectif?
après le 18e épisode de manifestation, ce qui n'est pas un chiffre banal. Avons-nous un problème de société? Avons-nous un problème d'insuffisance de textes, de lois, d'arsenal juridique, si vous me permettez cette formule, face aux violences? Ou avons-nous surtout un problème d'application, de mise en œuvre sur le terrain? Merci de votre réponse. Monsieur Pierre-Yves Collombat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le noyau dur des casseurs professionnels et militants ne représente, selon les experts, pas plus de 300 individus. Vous dites 1500, ce qui ne change pas d'ailleurs leur nature ultra-minoritaire. Ils sont ultra-minoritaires. Deux questions. Pourquoi, confondant gilets jaunes et casseurs professionnels, vous obstinez-vous à leur réserver le même traitement au cours des manifestations? Pourquoi laisser faire les casseurs professionnels plutôt que de les neutraliser préventivement? N'y a-t-il pas de direction générale de la sécurité intérieure en France? Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Je condamne fortement les violences commises samedi et les violences commises les jours précédents, mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger. Comment se fait-il qu'on laisse faire les casseurs manifestation après manifestation? Vous arrivez à les compter, puisque vous nous donnez le chiffre, mais pas à les arrêter. À qui profitent ces violences? Est-ce à discréditer le mouvement des Gilets jaunes, dont la majorité est tout de même pacifique? Vous avez pris des dispositions musclées pour éviter les violences et dégradations samedi prochain. Pensez-vous que la répression croissante soit la seule réponse? Vos nouvelles dispositions pourraient aussi ne pas être suivies par les manifestants. Si c'est le cas, que ferez-vous? Par conséquent, il serait temps de donner une réponse politique à ces personnes qui manifestent pour leur pouvoir d'achat et la justice sociale. À quand cette réponse? Merci, chers collègues. Madame Claudine Thomas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, certains policiers affirment que des ordres de passivité leur sont donnés. Les ordres consisteraient à gérer éventuellement repousser les casseurs sans jamais vraiment les arrêter, les laissant ainsi commettre des dégâts d'envergure qui seront payés par les contribuables. Monsieur le Ministre, les Français sont exaspérés devant un tel laxisme qui dure depuis 4 mois sous leurs yeux chaque samedi. Quand allez-vous enfin faire évoluer la doctrine de maintien de l'ordre pour interpeller les délinquants? Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Wattebled. Monsieur le ministre, depuis plusieurs mois, tous les samedis, nous assistons aux manifestations des Gilets jaunes. Si un grand nombre de manifestants le font de façon pacifique, des individus plus violents, ultra, black bloc, cassent du mobilier urbain, saccagent, détruisent des magasins et s'en prennent aux forces de l'ordre. Si le mouvement perdure depuis plus de 18 semaines, plus de 4 mois, ces manifestations sont otages de ces ultras. Ma question est simple et la suivante, elle rejoint un peu celle de M. Henri Leroy, notre collègue. Ne faut-il pas, le temps de l'application de la nouvelle loi encadrant les manifestations, interdire temporairement ces manifestations du samedi? Merci, chers collègues. Madame Marie Mercier. Monsieur le ministre, dans vos propos, vous avez dit que la loi anti-casseurs, dite anti-casseurs, a effectivement été votée la semaine dernière. Or, cette loi fait l'objet de 3 saisines au Conseil constitutionnel, dont une même du président de la République. Monsieur le ministre, vous saviez, vous nous l'avez dit, que le samedi serait difficile. Aussi, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas demandé au Conseil constitutionnel de statuer en urgence? L'article 61 alinéa 3 le permet. Cela aurait peut-être aidé à prévenir et à maintenir l'ordre public, puisque cette loi est faite pour ça. Monsieur Marc.
Merci Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État. Ma première question rejoint celle de Marie Mercier, puisque je souhaitais savoir quand vous espériez que cette loi finalement soit promulguée, bien évidemment après le passage au Conseil constitutionnel, mais il faut que cela se passe le plus rapidement possible. Deuxième question, une loi sur les caméras mobiles qui avait été d'ailleurs initiée lorsqu'il était député par une PPL par mon collègue De Col, qui a été adopté, il y a eu plus de 6 mois pour que les décrets soient pris. Vous nous avez dit lors d'une audition du mois de janvier que les policiers qui seraient en possession de LBD seraient aussi porteurs de caméras mobiles. Où c'est que nous en sommes aujourd'hui, Monsieur le Ministre? Telle est ma question. Et ensuite, dernière question, quand allez-vous changer de doctrine du maintien de l'ordre? J'ai bien compris, d'après vos explications, qu'il fallait un bouc émissaire, c'était le préfet Delpuech. Mais désormais, je pense que les Français ne vous en voudront pas si vous allez au contact. Il y aura peut-être des dégâts. Mais écoutez, la démocratie peut-être à un prix, parfois, hélas, un coût. Mais je crois que tout le monde sera avec vous lorsque ce changement de doctrine s'opérera. Merci, chers collègues. Madame de Romédy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question concerne la répression, en fait. Vous nous avez cité un certain nombre d'enseignes touchées, un certain nombre de boutiques de luxe dévastées, et à côté de ça, un nombre d'interpellations qui paraissent un peu ridicules par rapport à tout ce qu'il y a eu comme dégâts et comme attaques. En plus de ça, quand ils ont été arrêtés et quand ils passent, quand ils sont comment ça s'appelle, en comparution immédiate, les peines sont très très faibles. Donc, ne pensez-vous pas qu'il faudrait un peu plus d'exemplarité et un peu plus de sévérité? Merci beaucoup, chers collègues. Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier ministre a annoncé qu'il serait donc procédé à des interdictions de manifester dans les quartiers les plus touchés par les dégradations. Alors évidemment, on pense aux Champs-Élysées, vous l'avez cité aussi, Bordeaux, Marseille, Toulouse. Dans ma grande région, Saint-Étienne et le Puy-en-Velay n'ont pas été épargnés. Lors de votre audition devant notre commission le 4 décembre, vous aviez indiqué en réponse à un de nos collègues qui vous interrogeait justement sur les interdictions de manifester, là je vous cite, reste la question de l'utilité d'une telle décision. Je rappelle que les manifestations précédentes étaient de fait interdites. Elles n'avaient pas été autorisées, ni même déclarées. Quelle serait l'efficacité de l'interdiction? Alors, Monsieur le Ministre, comment aujourd'hui rendre efficaces ces interdictions que vous jugiez inefficaces il y a 4 mois? Comment gérer le risque de déport sur d'autres zones? Et on imagine bien la crainte que peuvent ressentir les riverains de ces zones potentiellement destinées au déport. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Grosdidier. Bien, donc 90 secondes, 3 questions. Premièrement, le dispositif parisien samedi ne traduisait-il pas une stratégie trop statique et une mauvaise répartition des moyens humains? 12 compagnies républicaines de sécurité accaparées par la protection de la présidence de la République et des escadrons de gendarmerie place de l'Étoile qui sont moins rompus à cette guérilla urbaine. Ne fallait-il pas placer plutôt les gendarmes à la présidence et des CRS sur la voie publique? Deuxième question, quels étaient les ordres pour l'usage des LBD? Ce n'est pas une arme pour disperser les manifestants, on est d'accord, on n'en avait pas la semaine dernière au Sénat, mais bien pour neutraliser les délinquants s'en prenant aux personnes et aux biens. Les policiers avaient-ils l'autorisation de tirer samedi pour arrêter instantanément les délinquants en action ou devaient-ils attendre des ordres qui ne venaient pas ou en retard? D'ailleurs, il me semble qu'avec 137 tirs seulement, vous avez déjà répondu à la question. Troisième question, vous dites que vos ordres n'ont pas été exécutés samedi. Quels étaient les ordres qui n'ont pas été exécutés? Qui a pris l'initiative de les changer? Vous étiez sur place et pas au ski. Alors pourquoi ne vous en êtes pas rendu compte plus tôt pour imposer le respect de vos ordres? Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame L'Herbier. Monsieur le ministre, une cellule de veille policière recense les photos des casseurs en visionnant les vidéos d'actes de vandalisme, de violence, de casse. Cette cellule a pu identifier et repérer des personnes par recoupement. Alors, je voudrais savoir si la justice retient bien ces images pour preuve de la violence. Avez-vous des chiffres de personnes sanctionnées
grâce à ce repérage vidéo, par exemple lors des comparutions immédiates, mais autres. Et le cas échéant, avons-nous un manque dans notre arsenal juridique à ce propos? Merci. Merci, chers collègues. Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Il a été dit et rappelé par vous-même, mais aussi par le préfet de police, avant même les événements de samedi, qu'un pic de violence était attendu et qu'un certain nombre de Black Blocs étaient attendus à Paris. C'est dire que l'épisode n'a pas surpris les forces de l'ordre. Pourtant, vous auriez mobilisé 5000 policiers et gendarmes, alors que le 8 décembre, ils étaient 8000. Quelle en est la raison ? Vous avez évoqué par ailleurs le fait que la préfecture de police n'aurait pas respecté les consignes. Mon collègue Grosdidier l'a évoqué à l'instant. C'est assez curieux que vous rendant sur place avec le Premier ministre à 16 h, vous n'ayez pas pu constater qu'il y avait un problème avec les consignes que vous aviez données. Enfin, dans les décisions qui ont été annoncées, une décision est très frappante et qui serait la conséquence de ce que vous appelez le dysfonctionnement de toute la chaîne de commandement. Vous avez décidé de remplacer le préfet de police, mais plus encore, ont été évincés le directeur de cabinet du préfet et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. En quelques heures, ce sont donc 3 hauts responsables de la préfecture de police qui sont donc remplacés. Et le nouveau préfet de police, qui est Didier Lallemand, ce n'est pas lui faire injure que de rappeler qu'il n'a jamais fait carrière au sein de la PP. Donc ma question est, quel est le motif de toutes ces évictions? Est-ce que vous n'êtes pas en train de réaliser le rêve de certains, à savoir mettre enfin la main sur ce qui est appelé l'État dans l'État et faire disparaître la préfecture de police? Dernière question, 174 enquêtes auraient été confiées à l'IGPN. Nous n'en avons jamais eu aucun écho. Quels sont les résultats aujourd'hui? Merci, chers collègues. Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, on est dans une situation où le Sénat se saisit d'une question d'actualité brûlante. Je crois qu'il en a le devoir, il a raison, mais il nous faut avoir le cœur chaud et la tête froide. Et vous avez raison, Monsieur le Ministre, vous n'êtes pas le Premier ministre de l'Intérieur à devoir faire face aux Black Blocs. Et il faut le dire, il faut les condamner, ce qui s'est passé est intolérable, mais à distinguer évidemment des manifestants, qu'ils enfilent un gilet jaune ou pas, qui manifestent pour leur dû. Mais on est dans une situation inédite, Monsieur le Ministre, où on a d'un côté les gilets jaunes, qui pour beaucoup quand même sont des hommes et des femmes, des concitoyens, qui gagnent peu d'argent et qui revendiquent pour leur dû, dont certains vont finir mutilés ou éborgnés, dont les travaux du journaliste Dufresne nous l'indiquent tous les week-ends. C'est insupportable et je vous le redis, je suis un peu surpris que vous n'ayez pas un mot de compassion pour elles et eux. Nous avons de l'autre côté nos forces de l'ordre qui sont épuisées après 18 semaines et qui se sentent abandonnées et véritablement ne savent plus comment répondre. Et de l'autre côté, je le dis, nous l'avons évoqué avec le ministre de l'économie et des finances, les commerçants. Moi, la question est simple, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez que c'est par la réponse encore répressive que nous allons régler cette question politique, c'est-à-dire dans la droite ligne de la loi anti-casseurs votée par le Sénat, qui à mon avis ne résoudra rien, ou est-ce que c'est une réponse politique qui résoudra le problème pour répondre aux revendications sociales qui sont légitimes? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Carrère. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Mes questions seront plutôt de nature juridique et ne seront pas sans rappeler les débats que nous avons eus la semaine dernière autour de la PPL sur les violences lors des manifestations et notamment sur l'efficience des mesures proposées. Donc, Monsieur le Ministre, vous avez fait dans votre série d'annonces le 18 mars, vous avez proposé une augmentation des contraventions de participation à des manifestations interdites de 38 € à 135 €. J'aimerais savoir si vous avez une idée du nombre de contraventions pour participation à des manifestations interdites et combien ont été dressées. Le deuxième point, c'est comment vous entendez mettre en œuvre l'interdiction de manifester par quartier en l'absence de déclaration en préfecture. Et puis, suite à l'adoption de la PPL la semaine dernière et dans l'attente du feu vert du Conseil constitutionnel, avez-vous fait des projections sur les possibles recours aux interdictions personnelles de manifester qui sont prévues à l'article 2 et avez-vous identifié des personnes potentiellement concernées et si oui, combien? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Bonhomme. Monsieur le ministre, vous avez vous-même reconnu que nous avions atteint samedi dernier un niveau de violence jamais atteint. Simplement, j'attends de vous, pas simplement que vous participiez à un concours d'hommage
des forces de sécurité ou de déploration de vandalisme et des casseurs. J'attends de vous des mesures fortes pour établir et assurer la mission de maintien de l'ordre. Je voudrais évoquer notamment l'usage des LBD, des armes de défense. Vous avez indiqué dans votre propos liminaire que le travail de SAP sur les armes de défense ont découragé, je cite, les forces de l'ordre. J'ai le sentiment que c'est au sein même de l'appareil d'État que ce découragement et ce travail de SAP ont eu lieu. Vous avez même reconnu hier soir devant David Pujadas que les polémiques avaient conduit à ce que des consignes, je cite, inappropriées avaient été passées pour réduire leurs usages. Effectivement, on avait vu pas mal de casseurs ricaner devant les LBD qui avaient perdu leur puissance et qui s'apparentaient à des pistolets à bouchon. Je voudrais savoir, vous avez indiqué d'ailleurs que les consignes ont été données en dessous de la préfecture de police et qu'il n'était pas normal qu'une stratégie définie par le gouvernement puisse être aménagée sans que cela remonte. Par conséquent, Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'aimerais savoir deux choses. D'abord, qui a donné ces consignes de modération, comme vous avez dit, sur l'usage des LBD? Et également, quelles garanties pouvez-vous nous apporter pour qu'enfin ces fautes, ces dysfonctionnements ou ces improvisations ne se reproduisent plus et que vous puissiez assurer les moyens nécessaires aux forces de l'ordre pour assurer la sécurité? Merci, cher collègue. Monsieur Durin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, dans ce long feuilleton des samedis de destruction, il nous avait été expliqué, après le 1er décembre, que le travail de renseignement avait permis de faire baisser la tension. On a le sentiment que le travail de renseignement a bien baissé en qualité, qu'il y a une grande confusion dans les informations que nous pouvons avoir sur les manifestants. 67 millions de Français, 1500 manifestants casseurs à Paris, plusieurs centaines d'autres au total en province. On a le sentiment quand même que c'est à portée d'un État comme le nôtre d'arriver à juguler ces violences. Et pourtant, il semble demeurer sur le nombre et la nature de ces casseurs la plus grande confusion. Le 31 janvier, le président de la République dit devant des journalistes qu'il y a 40 à 50 000 militants ultras qui veulent la destruction des institutions. Il semble que les gens de la DGSI se pincent en lisant ces propos, puisqu'ils disent eux-mêmes dans des notes très différentes que l'ultra-droite est quasi minoritaire, que l'ultra-gauche est impliquée de manière limitée dans ces manifestations. Qui sont ces gens ? Qui sont ces 2000, 3000 personnes qui prennent en otage tout un pays? N'avons-nous pas les moyens de répondre à cette question? Le renseignement est-il bien opéré? Et si les informations sont obtenues, pourquoi ne sont-elles pas utilisées pour le maintien de l'ordre dans les rues de Paris et des grandes villes françaises? Je complète la question de M. Durin parce qu'elle rejoint celle que j'ai posée dans mon propos liminaire. Il y a une loi, celle de 2010, elle permet de traduire en justice des gens qui préparent des actions violentes dans le cadre de manifestations. M. Nunes nous a dit tout à l'heure que cette loi ne pouvait qu'exceptionnellement être appliquée, qu'il y avait un mélange entre les activistes violents de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite et des gilets jaunes qui se livrent même à la violence. Cette explication, Monsieur le ministre, ne m'a pas complètement satisfait et c'est un euphémisme parce que si vous les surveillez et vous les connaissez, qu'est-ce qui empêche pour une partie, c'est-à-dire les gens de la mouvance d'extrême gauche ou d'extrême droite, de les traduire en justice? Je suis très étonné que ça ne se pratique pas. Voilà, je complète la question juste. Alors, Monsieur Cadic. Merci, Monsieur le Président. Il y a plus d'un mois, j'intervenais pour le groupe Union Centriste lors des questions au gouvernement en vous posant une question, Monsieur le Ministre, en ces termes au sujet des Gilets jaunes. L'agitation de rue doit cesser. S'ils veulent manifester, très bien, mais selon les règles républicaines, pas n'importe où, pas n'importe comment. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera dans 162 semaines. Au train où vont les choses, peut-on imaginer qu'il y aura un acte 180 des Gilets jaunes? Je répète donc la question que j'ai posée il y a un mois, pardonnez-moi. Quand comptez-vous avoir rétabli l'ordre républicain? Une semaine? Un mois? Un an? Merci. Merci, chers collègues, de cette question précise. Madame Muriel Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a une conséquence, me semble-t-il, de toutes ces manifestations violentes que nous n'avons pas encore envisagées et qui est l'opinion que commencent à se faire certains de nos concitoyens de la République. Il ne vous a pas échappé qu'une thèse qui circule beaucoup grâce à l'ampleur des réseaux sociaux consiste à dire que toutes ces violences n'ont été possibles samedi que par la complaisance du gouvernement.
Le nombre de manifestants et leur violence étaient prévus, vous nous l'avez confirmé. Les forces de l'ordre ont été mises en face en nombre suffisant, vous nous l'avez indiqué tout à l'heure. Et pour autant, ces violences ont pu avoir lieu. Alors c'est une vision mortifère pour la République, puisqu'alors qu'elle doit faire régner l'ordre par sa passivité, par sa complicité, elle en serait en réalité complice du trouble qui est causé à l'ordre public. Que répondez-vous à ceux qui sont les tenants de cette thèse ? Merci, chers collègues. Madame Gouache-Avant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous citer le secrétaire général du syndicat UNSA-Police, Philippe Capon. Je cite « On savait que la manifestation de samedi allait être dure, difficile. Je reprécise que les policiers et forces de l'ordre perdent toute initiative, c'est-à-dire qu'elles n'agissent que sur ordre, elles n'interviennent que sur ordre. Donc quand on est dans une manifestation, quand devant nous, à 50, 100 mètres, des casseurs sont en train de tout casser, les policiers se disent « Pourquoi on n'intervient pas ?» Eh bien parce qu'on n'a pas les ordres d'intervenir, ça il faut que la population le sache. C'est un choix, on a laissé casser un certain nombre de choses. Alors Monsieur le Ministre, vous êtes le premier policier de France, sans vous retrancher derrière quelques ordres de malheureux fusibles, j'aimerais savoir quels étaient précisément vos ordres pour samedi dernier et quels seront vos ordres pour les samedis à venir. Merci, chers collègues. Monsieur Darnaud. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous évoquiez au début de cette audition la réflexion qui avait cours depuis le 4 décembre et le Président l'a rappelé sur l'évolution de la doctrine. Nous sommes aujourd'hui au lendemain du 18e acte et vous nous dites vouloir à présent faire évoluer la doctrine, prenant en compte notamment des particularités comme le fait que se constituent en marge des manifestations des groupes particulièrement violents qui interviennent, qui se dispersent et qui sont disjoints de la manifestation. Moi, je voudrais appeler votre attention sur le fait que ce ne sont pas des faits qui sont des faits nouveaux, puisque dès les premiers actes de ces mobilisations, nous avons eu à dénombrer ce type de problématiques. Aussi, ne vous paraît-il pas un petit peu tardif de prendre en compte et de vouloir faire, à partir de ces faits précis, évoluer seulement aujourd'hui cette doctrine? Et s'agissant de la doctrine, comment très précisément, parce que vous avez évoqué son évolution, mais en restant parfois un peu flou sur les contours, hormis le fait de nous dire qu'en certains points de France, comme à Bordeaux, Toulouse ou Paris, vous entendiez interdire la manifestation sur certains espaces, comment pouvez-vous nous repréciser comment a vocation à évoluer cette doctrine pour éviter que ne se renouvelle justement ce type de casse violente en marge des manifestations? Enfin, une question de Madame Sophie Primas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le préfet de police a été révoqué et avec lui tombent les têtes. Ma question est très simple. Le préfet de police, Monsieur le ministre de l'Intérieur, a-t-il désobéi? Vous a-t-il désobéi? En quoi précisément vous a-t-il désobéi? Et ne considérez-vous pas que vous avez une responsabilité personnelle? Monsieur Richard, pardon, parce que j'ai deux autres collègues qui veulent poser aussi une question. Monsieur Richard. Oui, Monsieur le Ministre, je voudrais rebondir sur les questions à la fois de Madame de Romédy et de Monsieur Durin. 345 interpellations, nous dit-on, sur plusieurs milliers de casseurs, dont 1500 Black Blocs. C'est du moins les chiffres qui nous ont été indiqués. Pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, que ce chiffre apparaît faible eu égard à l'importance du nombre d'interpellations, eu égard au nombre de casseurs présents et susceptible de nourrir chez nos concitoyens un sentiment d'impunité pour les casseurs? Dès lors, j'ai trois questions à vous poser. Comment expliquer qu'il n'ait pu être procédé à plus d'interpellations? S'agit-il d'un choix stratégique effectué par les autorités civiles ou alors est-ce que cela résulte d'une insuffisance de moyens? Deuxième question, le dispositif des DAR, donc les détachements d'action rapide dont on nous a parlé, qui sont justement chargés de procéder à ces interpellations, a clairement démontré ses limites. Vous nous avez indiqué qu'on y substituerait, vous y substitueriez un nouveau dispositif. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dispositif? Et enfin, quel est le profil des personnes interpellées? Parmi elles, des casseurs ou membres des Black Blocs ont-ils pu être identifiés? J'insiste particulièrement sur les Black Blocs et de façon générale,
Quels sont les moyens mis en œuvre par vos services pour faciliter l'identification de ces derniers? Merci. Et enfin, et c'est vraiment la dernière question, Monsieur Vincent Segouin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis le mois de décembre, vos services ont mis en place des détachements d'action rapide, DAR, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Composés de policiers n'appartenant pas aux forces mobiles, ces unités ont notamment pour mission de procéder à des interpellations. De nombreux agents des forces mobiles regrettent pourtant le manque de coordination de ces unités avec les unités de maintien de l'ordre. Ces forces sont-elles soumises à un commandement unique? Y a-t-il des marges d'amélioration pour assurer une meilleure cohérence du dispositif? Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé hier la transformation de ces DAR en une unité anti-casseurs. Il est à préciser que ces nouvelles unités seraient dotées de moyens de dispersion et d'interpellation renforcés. Au-delà du changement de dénomination, quelles évolutions pratiques envisagez-vous? Et n'y a-t-il pas par ailleurs une difficulté à doter des unités non spécialisées et non formées à cet effet prérogatives renforcées en matière de maintien de l'ordre? Merci. Merci, chers collègues. Messieurs les ministres, ce sont 29 questions, pas moins de 29 questions qui vous sont posées par mes collègues et par moi-même, et vous avez maintenant tout le temps pour y répondre. Merci, Monsieur le Président. Pour que ce soit moins fastidieux, on va alterner les réponses et comme ça permettra de rebondir. Il est normal qu'il y ait 29 questions devant votre commission compte tenu de l'importance du dossier dont on parle. Je voudrais d'abord dire quelques propos globaux. Samedi dernier, il y a eu à la fois des dysfonctionnements dans l'application de la doctrine que nous avons fait évoluer et qui a évolué, je le rappelle, après le 1er décembre. Il y a eu des dysfonctionnements dans l'organisation interne, nous y reviendrons. Et puis, il y a eu un phénomène constaté de dépassement face à la violence. L'image n'a rien à voir avec celle à laquelle nous avons assisté le 8 décembre. Le 8 décembre, il y a eu des violences, il y a eu des attaques contre les commerces, mais systématiquement, on a vu les forces de l'ordre intervenir, mettre un terme aux troubles de l'ordre public. Il y a eu des interpellations, pas forcément plus nombreuses que celles de samedi dernier, mais il y avait une réactivité à laquelle nous n'avons pas assisté, et c'est à partir de là que nous avons pris un certain nombre de décisions et décidé de faire évoluer le dispositif. Je voudrais rappeler et le redire avant de répondre sur la situation plus dure que nous devons gérer. Mais lorsque la manifestation est régulièrement déclarée et pacifique, les forces de l'ordre ont l'habitude de travailler avec les partenaires. Ça a été le cas aujourd'hui. 131 000 personnes ont manifesté aujourd'hui en France. À l'heure qu'il est, je n'ai aucune remontée de troubles sur le domaine public dans ce cadre-là. Et il y a ensuite des manifestations qui peuvent être déclarées et troublées par des débordements, et il y a des manifestations qui ne sont pas déclarées, et dans lesquelles les risques d'atteinte aux personnes et aux biens est majeur, et à ce moment-là, nous voulons mettre en place ce dispositif renforcé qui a été présenté par le Premier ministre hier. L'idée, c'est vraiment d'avoir une réponse graduée qui va jusqu'à l'interdiction des rassemblements, et en répondant à vos questions, on va éclairer, je crois, la façon dont on souhaite que cela soit mis en œuvre. Il faut aussi des moyens d'intervention et des équipements qui permettent d'assurer, et vos questions l'ont montré, des ripostes dynamiques, immédiates et mobiles. C'est le changement de doctrine que nous avons mis en place à partir du 1er décembre et qui n'a pas fonctionné la semaine dernière dans les conditions idéales. Il a fonctionné en partie. Inutile de préciser qu'à la fois nos forces de sécurité ont sauvé des femmes, des hommes qui étaient menacés, notamment dans des incendies, mais ils ont aussi préservé beaucoup parce que nous avons des gens qui sont là pour casser et qui viennent pour casser sans forcément viser telle ou telle représentation d'un capital ou d'autres combats politiques qu'ils pensent marquer en brûlant des enseignes ou en les attaquant. Je voudrais, une fois avoir tenu ce propos-là, vous dire aussi que notre réflexion porte sur le renforcement de l'anticipation, sur la préparation et la réparation du pilotage qui effectivement, et dans vos questions vous l'avez dit, à certains moments, le système qui consiste à faire remonter jusqu'à l'autorité du préfet de police la nécessaire intervention ne permet pas la réactivité qui a été évoquée, notamment dans des questions par les partenaires sociaux qui ont pu le dire, mais j'y reviendrai. Je voudrais du coup maintenant balayer, et avec Laurent on va se compléter, les différentes questions qui ont été posées. Patrick Kanner a évoqué l'enjeu de l'ordre public, l'enjeu fondamental de l'ordre public, et je sais que ça va tous nous réunir sur ces rangs-là. Et il a posé la question de dysfonctionnement, j'ai pu les évoquer, il a parlé des partenaires sociaux qui ont pu le dire, mais aussi des institutions internationales. Je voudrais juste rebondir sur ce sujet. Si vous écoutez, et quelqu'un a parlé du chemin de crête à un moment donné, si vous écoutez les organisations syndicales de police, elles vous diront « donnez-nous les moyens d'être plus fermes ».
Et si vous écoutez les institutions internationales, il y a une violence policière absolument insupportable et on nous a mis au même niveau que le Venezuela. Et donc, très clairement, on voit bien qu'il est difficile de choisir un chemin de crête. Non, je témoigne de ces oppositions qui existent dans le débat de la société. Je ne vous dis pas mon sentiment. Mon sentiment, il est clair. Il est qu'aujourd'hui, il faut de la fermeté dans la mise en œuvre et c'est ce à quoi nous nous employons. M. Caner a posé la question du plan de recrutement pour la police. Il est vrai que l'ordre public a perdu des effectifs ces dernières années et que quand les gouvernements précédents, à partir de 2015, ont lancé un plan de recrutement que nous avons décidé de mettre en œuvre depuis 2 ans, ni les gouvernements précédents, sous l'autorité du président François Hollande, ni les gouvernements actuels n'ont priorisé. Et pour le gouvernement actuel, c'est 10 000 emplois supplémentaires que nous voulons recruter dans le renseignement, dans la police, dans la gendarmerie. Nous n'avons pas priorisé l'ordre public, ni depuis 2015, ni récemment. Évidemment, ce qui se passe et ce qui ne manquera pas de se passer encore demain, je crois que chacun a cela en tête, nous amènera à nous interroger, pas maintenant parce qu'on a les sorties d'école, mais dans la répartition nouvelle que nous devrons mettre en œuvre sur ces sujets. C'est pour répondre à M. Caner. Monsieur Leroy, vous avez dit quelque chose de très sensé. C'est samedi prochain que nous verrons déjà les premiers effets opérationnels de cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre le 8 décembre et samedi dernier, nos forces de l'ordre ont agi de façon satisfaisante et en même temps, il faut reconnaître qu'on n'avait pas ce niveau de violence préparé, qu'il y a eu des tensions fortes au fil de ces samedis, mais pas à ce niveau-là. Donc je ne dis pas seulement qu'il faudra évaluer samedi prochain, surtout que les dispositifs que nous vous proposerons auront besoin de temps pour monter en puissance, même si les premières mesures seront en vigueur dès samedi prochain. Il y aura ensuite, très vite, et le Conseil constitutionnel doit se prononcer vite, la question a été posée par plusieurs d'entre vous, le dispositif de la PPL dite anti-casseurs. Je vais l'appeler PPL Retailleau ici, rendons au président du groupe LR la paternité de ce texte, paternité que je ne lui conteste pas mais que je soutiens. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on sait aussi qu'elle nous donnera des moyens à la fois d'anticipation 24 heures avant, à la fois de sécurisation du site avec des moyens renforcés et à la fois d'interdiction de présence de certains personnages identifiés. Je crois que les questions que nous ferons avec Laurent Nunez permettront de vous dire comment on veut procéder sur ce sujet-là. A été évoqué par le sénateur Leroy les questions des perquisitions administratives. Laurent Nunez a répondu à cette question. 7300 contrôles préventifs amont ont été faits. Le 8 décembre, ils ont été redoutablement efficaces parce qu'il y avait des gens qui venaient en voiture, par exemple, et qui, au contrôle autoroutier, ont été contrôlés avec un grand nombre de boules de pétanque qui ne correspondaient pas à un concours auquel ils avaient décidé de s'inscrire. Et donc, on a pu le faire. Là, sur les 7300 contrôles qui ont été faits, très peu ont abouti, certains oui, mais très peu ont abouti à constater des armes par destination qui étaient utilisées par certains pour venir manifester. Parce qu'ils ont anticipé cela, et donc il nous faut sur ces sujets être très réactifs. La question a été posée sur l'état d'urgence par le sénateur Leroy et a été reprise aussi. Je crois qu'il faut avoir en tête que l'état d'urgence est un état d'exception. C'est une réponse provisoire à un péril imminent. Et nous ne sommes pas dans cette situation d'un péril imminent pour la société française. La loi Retailleau, je crois, nous apporte des outils utiles pour répondre aux moyens de notre réglementation et notre doctrine doit permettre de faire face sans pour autant s'inscrire dans la logique de l'état d'urgence. Je n'exclus pas l'état d'urgence par principe. Je l'exclus parce que j'ai le sentiment qu'il ne nous donnerait pas forcément de moyens supplémentaires pour neutraliser ceux qui viennent casser. Madame Trondlet, vous nous avez interrogé sur le renseignement, vous nous avez interrogé sur les contrôles, et donc on y a répondu à 2 voix. Je voudrais préciser que le travail avec le procureur sur Paris, mais comme ailleurs, j'étais ce matin à Toulouse, j'ai rencontré le procureur et le préfet et le maire pour aborder la situation, et donc évidemment ce travail il est permanent. Et que sur Paris, il a été permanent, mais que il y a des outils qui ont été facilement applicables après le 1er décembre, ce qui a été constaté. Je vous rappelle que samedi, il y a 10 jours, la manifestation sur Paris s'est déroulée sans difficulté particulière. Et donc, il faut avoir cela en tête. Les moyens étaient-ils suffisants? Nous avions mobilisé 5300 hommes. 300 pompiers supplémentaires étaient mobilisés. Dès le matin, je voudrais l'évoquer devant vous, ce n'est pas dans les questions, mais dès le matin, nous avons vu ce qu'on appelle une mauvaise physionomie. Dès le matin, les manifestants ont voulu reprendre l'Arc de Triomphe.
Ils avaient cet objectif en tête. Ils ont constitué des carrés, des tortues, pour attaquer nos forces. Ils ont attaqué et cassé la grille du souterrain qui mène à l'Arc de Triomphe. Ça ne s'est pas su, je vous le livre. Et ce sont nos forces de sécurité qui ont dû libérer le souterrain à coups de grenades lacrymogènes pour le dégager. On a assisté à cette très grande violence et à ce moment-là, nous avons pris une décision. Au moment de la conférence que nous avons avec les préfets de zone, nous avons pris la décision de constater qu'il y avait moins de pression en province, ce qui est un arbitrage difficile quand vous répartissez les forces, et nous avons immédiatement pris la décision en fin de matinée de rapatrier des forces supplémentaires sur Paris pour agir à cela. Mais dès le départ, il y avait 5300 hommes et 300 pompiers. La question m'a été posée de dire oui, mais par rapport au 8 décembre, ce n'est pas la même proportion. Je vous rappelle que la semaine d'avant, il y avait 27 000 manifestants en France. Le 8 décembre, il y en avait 130 000. Je sais que les chiffres peuvent être contestés, mais la même grille d'analyse des chiffres a montré cela. Et donc, du coup, effectivement, il y a eu cette dimension d'anticipation. Mais il faut aussi avoir en tête que notre capacité de mobilisation de nos forces à la 18e semaine est un peu différente. Elle est un peu différente parce qu'il faut aussi que nos forces puissent, à certains moments, se reposer et nous devons jouer sur cette répartition. Mais nous étions samedi à un très haut niveau de mobilisation des forces de sécurité, tant en matière de CRS qu'en matière d'escadron. La question suivante était celle de M. Brignot, et si vous en êtes d'accord, je propose que ce soit Laurent Nunez qui réponde. C'était celle sur les syndicats et les dysfonctionnements. D'accord. Alors, syndicats qui ont évoqué. Madame Eustache. Oui, juste une. Il faut que vous parliez près du micro. Oui, avant de répondre à Madame Brignot, juste une précision quand même qui vaudra généralement pour un certain nombre de questions que nous avons eues sur le concept de Black Bloc. Les Black Blocs, ce ne sont pas des individus qu'on connaît forcément. Il faut intégrer cette notion. Le Black Bloc, c'est une forme, c'est une constitution d'un espèce de groupe violent pendant une manifestation. Donc le Black Bloc, il est constitué d'individus qui peut-être avant ne se connaissaient pas, donc, et qui se réunissent sous une forme déterminée, qui consiste à réunir des individus, souvent des mouvances ultra, mais pas que. Et ce qu'on commence à voir dans les manifestations, en tout cas c'était le cas samedi dans ces scènes d'émeutes qu'on a vécues, on a vu des individus qui sont des gilets jaunes radicalisés venir s'agréger au Black Bloc. Donc le Black Bloc, ce sont des individus, pour être clair, qui viennent à la manifestation, donc habillés en civil, habillés normalement, entre guillemets, et qui, à un moment donné, quand il y a suffisamment de personnes qui peuvent les protéger, au milieu de cette foule, se revêtissent de noir, revêtent donc leur tenue de Black Bloc, au milieu de la foule, et ensuite commettent des actions violentes. Un Black Bloc, c'est ça. Et puis ensuite, une fois que leurs actions violentes sont terminées, généralement d'ailleurs ils se dispersent avant la fin du rassemblement, ils disparaissent. Donc le Black Bloc, c'est ça. La stratégie que nous allons mettre en place maintenant, c'est précisément chaque fois qu'on sait qu'il va y avoir un rassemblement violent, avec la commission de violence, de troubles à l'ordre public et autres, c'est d'empêcher que le rassemblement lui-même ne se constitue. Voilà. C'est ça l'idée, pour éviter justement la constitution des Black Blocs qui, quand ils n'ont pas suffisamment de foule pour les protéger et pour pouvoir se planquer, si vous me passez cette expression, généralement ne se constituent pas en Black Bloc. Voilà. Donc je réponds ainsi donc, à une question qui a été posée sur le fait qu'on connaisse les individus qui constituent les Black Blocs. Non, pas forcément. Un Black Bloc, c'est un mode opératoire. C'est un mode opératoire. Mais il y en a eu samedi, ce qu'on ne nie absolument pas. Voilà. Donc, pour revenir sur la question de Madame Eustache-Brignot, sur ce qui a été dit par les syndicats sur la chaîne de commandement, ça a été dit clairement par le Premier ministre hier. Nous souhaitons que maintenant, à Paris, parce que partout en province, en matière d'ordre public, il y a une chaîne de commandement unique. C'est le préfet qui est en charge de l'ordre public et qui a sous son autorité le directeur départemental de la sécurité publique, qui coordonne l'ensemble des forces qui interviennent et qui gèrent la crise d'ordre public et qui rétablissent l'ordre républicain. Ce sont des forces de police locales ou des forces de gendarmerie ou des forces mobiles qui sont affectées. À Paris, il y a deux directions qui interviennent. Il y a la direction de la sécurité publique de Paris qui gère les fameux DAR. Donc j'y répondrai tout à l'heure quand on aura une autre question sur le sujet.
et la direction de l'ordre public. Ce que nous souhaitons maintenant, clairement, et ça a été annoncé par le Premier ministre, c'est une mesure très technique mais importante qui va renforcer l'unité de commandement, c'est d'avoir un commandement unique au niveau de la direction de l'ordre public. Ce qui existait très majoritairement, donc les deux directions se coordonnent, mais nous souhaitons, et c'est de ça dont vous ont parlé les syndicats, et ils nous en ont parlé avec Christophe Castaner, et ça c'est une mesure qui va être mise en place. Et donc voilà sur ce commandement unifié, c'est ça ce que nous souhaitons, qu'à Paris comme en province, on ait vraiment une direction unique, même si c'est sous l'autorité, bien évidemment, du préfet de police de Paris, quoi qu'il en soit. Voilà. Ensuite, j'avais la question de monsieur, il y avait la question de monsieur Bonnecarrère sur l'Arsenal. C'était toi. Alors, monsieur Colomba, donc simplement monsieur Colomba, donc qui demandait comment, d'abord la DGSI, 300 personnes, etc. Alors, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans la naïveté, pardon, mais enfin, on n'a pas 300 ultra-minoritaires qui font que un mouvement comme celui de samedi dégénère. Pardon, ils ne sont pas 300, ils sont beaucoup plus. Et ils ne sont pas constitués que d'ultra, il y a aussi des gilets jaunes qui sont radicalisés, c'est le reliquat, les personnes qui restent et qui se radicalisent sur place et qui rentrent dans des scènes d'extrême violence. Donc ils ne sont pas que 300, ils sont beaucoup plus nombreux, et on en connaît une partie, mais on ne les connaît pas tous. Bon. Voilà. Donc, et ces individus, donc ça répondra à une question aussi qu'on aura par la suite, on nous demande comment on fait pour les interpeller. Donc j'y reviendrai quand on parlera de la loi de 2010, mais bien évidemment, il y a un certain nombre d'individus qui sont connus, ce sont des individus des mouvances d'ultra-gauche, des individus des mouvances d'ultra-droite, et ces individus se donnent parfois des rendez-vous, c'est un travail de renseignement, qui est fait. Donc ces individus se donnent rendez-vous. Et oui, il y a des actions qui visent à les interpeller avant qu'ils ne rejoignent le cortège. On le pratique, bien évidemment. On le pratique chaque samedi quand on a l'information selon laquelle le groupe va se constituer, se donner rendez-vous à un endroit donné. Mais vous imaginez bien que plus le mouvement avance et plus ces individus s'organisent pour être arrivés sur le cortège en ordre extrêmement dispersés. Mais voilà, donc ils ne sont pas 300 et ils sont suivis par l'ensemble des services de renseignement, mais ils sont bien plus nombreux que 300. Et encore une fois, il faut bien insister sur une chose. Samedi, on avait 10 000 individus qui étaient violents. Donc on évalue à peu près à 1500 le nombre d'individus ultra, mais il y avait également le reste des participants étaient des individus qui ont cassé systématiquement, qui étaient extrêmement violents et qui étaient des émeutiers. Oui, à Paris, c'était à Paris. C'était 10 000 individus qui étaient extrêmement violents, qui ont participé, l'ensemble d'entre eux a participé aux violences. Pour compléter les réponses, M. Bonnecarrère, la question est un peu, on l'a abordée, c'est celle de la ligne de crête entre le manque de fermeté et celle de prendre le risque qu'il est un drame. C'est la question qui a été posée à chaque fois, c'est la question qui se pose évidemment, j'imagine, à tout ministre de l'Intérieur qui tente d'évoluer une doctrine. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas dans la règle traditionnelle d'une manifestation. Il ne s'agit pas de chocs qu'on a connus dans l'histoire de nos manifestations à certains moments entre la police et les manifestants, non. Il s'agit de gens qui n'ont aucune revendication, et j'y reviendrai tout à l'heure, si c'est celle de casser, de détruire. Et donc ça appelle effectivement à faire en sorte que nous ayons la réponse de la plus grande fermeté. Monsieur Bonnecarrère, vous m'interrogez sur la consigne. La consigne, c'est celle de la plus grande fermeté. La question est-elle, que vous avez posée, c'est avons-nous un arsenal juridique suffisant ? Je crois qu'il ne faut pas se poser la question maintenant d'une nouvelle loi. Il nous faut réagir d'abord dans l'urgence. Et il nous faut réagir dans les mois qui viennent sur la définition de la doctrine d'emploi que nous allons mobiliser et utiliser. Mais là, la question ne peut pas être « je vous propose une nouvelle loi ». Parce qu'on sait très bien que, y compris celle qu'on vient de voter sur la PPL Retailleau, ça a pris du temps, alors qu'on avait là un travail qui avait débuté, vous le savez, l'année dernière, et qui du coup a abouti dans des circonstances particulières il y a une semaine et sera opérationnel dans le mois qui vient. C'est un phénomène qui du coup, en rapidité, est extrêmement rare. Donc je ne veux pas répondre à un nouveau texte, parce que j'aurai le sentiment de ne pas faire en sorte que nous puissions faire face dès samedi prochain aux risques que nous connaissons. Mais vous avez raison sur la philosophie. Aujourd'hui, on voit bien que d'un côté, on est considéré comme liberticide, voire même, j'ai eu droit et nous avons eu droit à être comparés au régime de Vichy, et de l'autre, nous savons qu'on nous fait assez facilement le reproche de manquer de fermeté. Ce n'était pas votre question, hein, mais c'est toute la difficulté dans laquelle nous sommes. La seule doctrine qui s'impose pour le ministre de l'Intérieur qui doit rétablir l'ordre public, c'est celle du message qui est passé à tous, celui d'utiliser la plus grande fermeté, évidemment, en respectant les doctrines d'emploi pour les armes de défense comme le LBD. Madame Benbassa, vous avez dit, et c'est une offense, Benbassa, vous avez dit, vous laissez faire les casseurs.
Je pense que c'est une insulte. Je pense que personne ici ne peut, avec sincérité, penser que qui que ce soit, à quelque niveau de la chaîne, décide de laisser faire les casseurs. Et vous me dites, mais vous avez laissé faire pour, au fond, discréditer le mouvement des Gilets jaunes. J'ai le sentiment, vous m'interrogez du coup en me disant, est-ce que vous auriez laissé faire cela pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes? Je vais vous le dire sincèrement. Je pense que les déclarations de M. Drouet ou de M. Nicole, qui au soir des dégâts sur les Champs-Élysées se sont félicités de ce qui s'était passé, suffit à les discréditer et qu'il n'est pas nécessaire que j'y joue un rôle quelconque. Vous avez posé la question de savoir s'il y avait des dispositions, si ces dispositions n'étaient pas suivies, qu'est-ce que nous ferions? Et vous m'avez interpellé sur les questions des mesures sociales. Moi, Madame la sénatrice, je suis convaincu d'une chose. Ceux qui manifestaient samedi et qui ont cassé à Paris n'ont aucune revendication. Ils n'ont aucune autre revendication que celle de faire tomber la République. Et la République, vous en êtes collectivement une part. J'en suis un serviteur, mais je ne suis pas la République. Le Sénat est une des parts de cette République, dont j'ai le sentiment qu'ils veulent aussi la faire tomber. Madame Thomas a posé une question, et c'est Laurent Nunez qui va... Oui, pardon. Oui, sur la question de Madame Thomas, donc c'était sur l'ordre de passivité, de laxisme. Hein, donc non, Christophe Castaner l'a rappelé, la doctrine, elle a évolué depuis le 1er décembre. Je rappelle quand même, Christophe l'a dit, mais je tiens à le souligner, pendant quelques dizaines d'années, on s'est accommodé d'une doctrine qui était une doctrine extrêmement statique dans la gestion de l'ordre public à Paris. Donc jusqu'à preuve du contraire, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État qui sont devant vous ici, ce sont eux qui l'ont modifiée. On a rendu cette doctrine extrêmement mobile, à la demande, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, des organisations syndicales de policiers que nous avons rencontrées, qui nous ont dit donnez-nous cette mobilité, donnez-nous cette capacité d'interpellation, et on pourra mettre un terme aux exactions. C'est ce qui a été fait à partir du 8 décembre. Encore une fois, ça a dysfonctionné samedi, mais je veux rappeler solennellement ici, à la fois comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, mais comme au fonctionnaire que j'ai été numéro 2 de la préfecture de police de Paris, j'ai été préfet de police de Marseille, j'en ai géré des services d'ordre. Et je peux vous dire que la doctrine, cette notion de contact qu'il fallait garder avec les manifestants, c'est nous qui l'avons changé. C'est nous qui l'avons changé. Donc je tenais à rappeler ça, donc il n'y a pas du tout de consigne de laxisme, non, il y a bien des instructions de passer à l'action, d'interpeller. Et ce n'est pas par hasard qu'on a interpellé depuis le début du mouvement un peu moins de 10 000 personnes quand même. Ce n'est pas par hasard. 10 000 personnes, dont... je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur a donné le chiffre, mais sur ces 10 000 personnes, on a déjà eu 1 800 personnes qui sont passées en jugement, avec dans 40% des cas des peines de condamnation ferme. Donc voilà ce que je voulais répondre pour Madame Thomas. Je pense que tu prends le... Et pour compléter la réponse du secrétaire d'État sur la dimension judiciaire, il faut avoir en tête que sur les 1800 premiers jugements rendus, il y a eu seulement 100 cas de relax. Je le précise parce qu'il a été dit 95% de relax, ça n'est pas le cas. 100 cas de relax seulement, 350 mandats de dépôt, 40% de prison ferme, et il y a encore 1800 affaires qui sont en attente de jugement. Je sais qu'on oppose souvent le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Je crois que le sujet ne se pose pas ainsi sur ce dont on parle. Ensuite, c'est aussi notre capacité à interpeller qui peut être insuffisante et à interpeller les bonnes personnes. C'est aussi un sujet. Et une question a été posée sur le profil de ceux qui ont été interpellés samedi dernier. Beaucoup de femmes, pour une raison simple. C'est qu'au fond, elles n'étaient pas entraînées comme les Black Blocs que l'on a connus et dont on sait qu'elles étaient entraînées. Ce sont des manifestantes qui étaient là et qui, du coup, se sont fait interpeller. Ce n'étaient pas forcément les auteurs et il appartiendra au juge, évidemment, d'instruire cela. Mais il y avait aussi des femmes au sein des Black Blocs qui ont été particulièrement violentes. Et donc je crois que sur ce sujet, il y a hélas dans la violence pas de monopole genré. Je voudrais... il n'y a pas de monopole genré, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas de différence. Je voudrais poursuivre avec la question du sénateur Watelet, qui montrait qu'il y a des ultras et de nombreux pacifistes. Oui, évidemment. D'ailleurs, énormément de manifestations liées aux gilets jaunes, entre guillemets, se sont bien passées partout en France. Et le plus souvent, jusqu'à présent, nous avions, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, des ultras qui se sont infiltrés et qui ont du coup brisé la manifestation des gilets jaunes qui manifestaient. Et à ce moment-là, un vrai problème pour la police, je le dis. Si la police doit intervenir, elle a beaucoup de mal, effectivement, quand elle fait une charge, par exemple, de faire le tri entre ceux qui sont là pour casser et ceux qui restent là dans la manifestation. Et donc c'est le principe même des sommations.
Je rappelle que quand la police, quand nos forces interviennent, il y a en préalable des sommations qui commencent par dire « dispersez-vous ». Et l'enjeu, c'est justement cela. De la même façon, l'interdiction. L'interdiction, c'est aussi un message clair, qui est de dire que tous ceux qui viendront dans une manifestation sur un périmètre défini avec le maire de la commune et le préfet, et qui viendront manifester, savent qu'ils commettent quelque chose d'illégal, et nous y reviendrons en parlant du process de contravention. Et donc, du coup, j'ai toujours fait la différence. Dès le premier jour, le 17 novembre, le premier ordre que j'ai donné, c'est celui d'aller protéger les 1200 points où il y avait des manifestations non déclarées qui étaient organisées pour éviter des accidents. Et hélas, dès le premier jour à 10 h, une première personne était morte et c'était une manifestante. Je poursuis en évoquant les saisines sur la loi anti-casseurs. Nous avons demandé au Conseil constitutionnel, dans le respect de ses prérogatives, de nous éclairer le plus vite possible pour que nous soyons le plus efficaces possible avec ce dispositif. Nous sommes en attente de sa décision. Nous souhaitons tous effectivement qu'il puisse se prononcer rapidement sur ce sujet. Et M. Marc a posé une question au-delà du Conseil constitutionnel aussi sur les caméras mobiles et sur la doctrine plus globale. Nous avons répondu sur la doctrine. Peut-être un mot, Laurent, sur Nunez, sur les caméras mobiles. Sur les caméras mobiles, donc, il y avait la question qui a été posée, c'était celle donc, de cette caméra. Donc, le ministre de l'Intérieur avait demandé que l'utilisation du LBD soit utilisée avec des caméras piétons, des caméras mobiles. C'est ce qui est fait maintenant systématiquement. Soit la personne qui tire au LBD est équipée d'une caméra piéton, soit c'est son binôme. Ça dépend des services. Donc ça fonctionne, c'est mis en œuvre systématiquement. Et ça permet de protéger, en cas d'enquête judiciaire, ça permet aux fonctionnaires ou aux militaires de la gendarmerie, aux fonctionnaires de police, aux militaires de la gendarmerie qui a fait usage du tir de LBD, ça lui permet à ce moment-là de recontextualiser et de mieux pouvoir se défendre. Donc voilà, donc ça c'est en place. Exactement, voilà. Ça peut être également utile. Voilà, donc ça c'est opérationnel. Et juste une précision que je donne, Monsieur le Président, tout à l'heure, je complète le chiffre que je vous ai donné, le nombre de tirs de LBD, donc je vous ai dit 140, en fait il faut rajouter les tirs des forces mobiles, c'était 213 samedi, 213 pour être précis. Mais pour vous donner un exemple, le 8 décembre c'était 2900 tirs de LBD, 2900 le 8 décembre. Voilà, et donc sur l'évolution de doctrine, je pense qu'on a déjà répondu à cette question, et j'ajoute cette évolution de la première semaine de décembre, elle était rendue nécessaire par l'évolution des manifestations, ces groupes à risque qui cassent, qui s'en prennent aux institutions, et qui nous imposent cette mobilité, cette réactivité. Je ne sais pas si nous l'avons précisé, mais je le redis, parce qu'il y a eu des commentaires sur le nombre de tirs de 113. Je ne sais pas si c'était considéré comme beaucoup ou pas assez. Je ne veux pas rentrer dans cette analyse-là. Ce que je veux vous dire, c'est que samedi dernier, nous n'avons jamais atteint un tel niveau du nombre de blessés dans nos forces de sécurité. Même le 1er décembre, il y a eu moins de blessés et de blessés graves, même si le 1er décembre, je pense à ce policier qui a perdu un œil, par exemple, il y a eu des blessés graves, mais même le 1er décembre, il y a eu moins de blessés que samedi dernier. Madame Desroménil, vous m'avez posé la question sur le bilan judiciaire. On y a répondu globalement tout à l'heure. Peut-être préciser, mais je crois l'avoir dit dans mon propos liminaire, qu'il y a eu 60 comparutions immédiates dès hier et que pour la moitié à peu près, mon chiffre n'est pas exact, mais parce que j'ai plus exactement cela, pour la moitié à peu près des enseignes qui ont fait l'objet de saccage, il y a déjà eu des interpellations. Et je le dis de la façon la plus claire possible. Nos services sont mobilisés le jour J, ils sont très fortement mobilisés après. Et pour la quasi-totalité des faits qui ont pu nous marquer au fil des manifestations des Gilets jaunes, il y a eu des interpellations et il y aura encore des interpellations et des sanctions lourdes et des sanctions graves qui ont été décidées. La question de l'interdiction et de l'efficacité qui a été posée par Mme Di Folco, Laurent. Oui, la question de Mme la sénatrice Di Folco, c'était donc la doctrine qu'on met en place, le renforcement de la doctrine que nous mettons en place à compter de samedi, vaut à Paris et sur tout le territoire. Donc ça, c'est chaque préfet qui appréciera avec les élus concernés s'il y a lieu ou pas, en fonction des périmètres, de prendre des arrêtés d'interdiction. Je redis qu'en dehors de ces arrêtés, ça n'empêche pas de mettre en œuvre cette doctrine sur la notion d'attroupement. Donc dès lors qu'un groupe susceptible de commettre des violences se réunit, donc on peut toujours également intervenir en vue de les disperser sur la notion d'attroupement en vue de commettre des violences, mais à ce moment-là, nécessairement après sommation. Même chose, je rappelle également, puisque la question a été posée, l'arrêté d'interdiction peut être pris par un préfet
indépendamment d'une déclaration. Il n'est pas nécessaire que la manifestation soit déclarée pour qu'elle donne lieu à un arrêté d'interdiction. Un préfet qui aurait connaissance d'un rassemblement par des réseaux sociaux ou par tout mode d'information, enfin par tout moyen par lequel ce rassemblement serait porté à sa connaissance, est en capacité de prendre un arrêté d'interdiction. Donc voilà pour répondre à votre question, mais cette doctrine, elle vaut sur l'ensemble du territoire national. J'enchaîne sur la question posée par... C'était pas la réponse attendue, dites-le, je complète. Quelle était la question? Vous avez estimé que c'était inefficace il y a quelques semaines, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ça serait efficace? Alors, c'est pas l'arrêté d'interdiction. Alors justement, j'en profite, je complète, Madame la sénatrice, à votre invitation, la question. Le but, c'est pas forcément de... Quand on parlait d'arrêté d'interdiction, il y a quelques semaines, c'était des arrêtés d'interdiction qu'il fallait à tout prix faire respecter. On bloquait un périmètre, on empêchait l'accès à cette zone, ce qui est énormément consommateur en force. La doctrine que nous mettons en place maintenant, ça n'est pas une doctrine qui va consister à tenir le périmètre interdit, c'est-à-dire à empêcher que les personnes s'y rendent. C'est un territoire sur lequel nous allons les disperser, ce qui n'est pas la même chose. Donc, et le cas échéant, les interpeller. Ça n'est pas tout à fait la même notion. Pour répondre à M. Grosdidier qui pose 3 questions très précises, auxquelles je réponds très très vite. D'abord, la réactivité. Samedi, l'ordre était donné, c'était le même ordre, réactivité, interpellation, intervention. Sur le dispositif statique qu'évoque M. Grosdidier, des 12 unités qui étaient affectées à un périmètre de protection, qui n'était pas d'ailleurs que celui de l'Élysée, c'était un périmètre beaucoup plus large, qui couvre également l'Assemblée nationale notamment, et un certain périmètre donc autour de l'Élysée de l'Assemblée nationale, dont je rappelle qu'il constitue systématiquement la cible des casseurs. Systématiquement, leur but, c'est de se rendre à l'Élysée, à l'Assemblée. Et on l'a encore vu récemment quand il y a eu une tentative de pénétration à l'Assemblée nationale il y a environ un mois. Donc leur but, c'est systématiquement de s'y rendre. Donc il serait totalement irresponsable pour les autorités, pour le préfet de police, de ne pas prévoir ce périmètre. La question que pose M. Grosdidier, qui est une question qui, je le reconnais, doit être examinée, est-ce que ce périmètre doit être tenu par des unités mobiles qui pourraient aussi faire du maintien de l'ordre au milieu d'une manifestation, ou doit-il être tenu par d'autres forces? C'est une question qu'il faut examiner, mais je rappelle quand même que, contrairement à ce que on peut dire parfois ou entendre parfois, notamment dans les rangs de l'opposition, je suis désolé, mais un dispositif statique, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du maintien de l'ordre. Quand vous avez 2 ou 3 000 personnes qui viennent sur un barrage pour aller à l'Élysée ou rentrer à l'Assemblée nationale, moi j'appelle ça faire du maintien de l'ordre public. C'est comme ça. Je suis désolé de le rappeler, mais c'est comme ça. Voilà pour les 3 questions. Oui, pardon, le LBD, question de M. Grosdidier. Le LBD, bien évidemment, il reste, les conditions d'emploi restent strictement les mêmes. Les unités qui en sont dotées l'utilisent pour disperser un attroupement, une manifestation après sommation ou sans sommation, dans le cadre, donc il y a des conditions d'emploi qui sont très précises, quand les forces de l'ordre sont attaquées ou qu'elles ne peuvent pas défendre autrement la position qu'elles sont tenues de défendre. Et ces règles, monsieur le sénateur, nous ne les avons pas changées. Les règles d'emploi du LBD, elles ne sont pas changées. Samedi dernier, il y a eu des instructions qui ont été passées dans certains services de la préfecture de police, et c'est un des dysfonctionnements que nous avons relevé. Il y a eu des instructions d'utilisation plus prudente, plus mesurée des lanceurs de balles de défense qui ont été données, et ça ne correspondait pas aux instructions générales qui avaient été données par les ministres, et c'est un dysfonctionnement effectivement majeur. En précisant sur ce fait que cela nous a été confirmé par le préfet de police, lui-même m'indiquant que ces instructions n'étaient pas remontées jusqu'à lui. Je souhaite le préciser dans les échanges que j'ai pu avoir avec lui hier matin. Il y avait la question dans la foulée après M. Grosdidier de Mme L'Herbier sur la cellule de veille policière. Pardon, excusez-moi. Donc j'enchaîne la question donc sur les cellules policières. Alors oui, d'abord vous dire qu'au plan national, c'est constitué dans l'ensemble des départements, hors zone de la préfecture de police de Paris. Ce sont 15 cellules d'investigation qui ont été constituées spécialement pour les investigations judiciaires liées aux dégradations, exactions, violences commises dans le cadre du mouvement dit des Gilets jaunes. Donc ces 15 cellules fonctionnent à plein. Oui, dans ce cadre-là, les images de vidéo sont utilisées et peuvent juridiquement être utilisées en application du code de procédure pénale. Et le plus souvent d'ailleurs, ce sont un élément qui permet de confondre l'auteur. Donc la vidéo va permettre de déterminer qu'un individu porte tel et tel vêtement, va pouvoir permettre de déterminer à quel endroit il s'est changé, où on va à ce moment-là découvrir son visage. Et voilà, c'est souvent, et donc ensuite on peut faire d'autres recoupements en investigation judiciaire qui permettent de confondre les auteurs. Mais oui, la vidéo est bien utilisée et c'est ce qui nous permet de résoudre de confondre beaucoup d'auteurs d'exactions. Aux questions de Mme de la Gontrie.
J'ai évoqué la question du rapport entre les 5 000 pour 27 000 manifestants la semaine d'avant et les 8 000 pour 136 000 manifestants en France le 8 décembre, qui explique justement ce rapport un peu différent. Vous nous indiquez que nous étions rendus sur place avec le Premier ministre, juste pour la précision, et ça ne change rien au sens de votre question, nous sommes rendus devant le commissariat du 8e par la préfecture de police avec le Premier ministre, mais nous sommes rendus, Laurent Nunez et moi, à la préfecture de police. C'est juste une précision qui ne change rien à la question que vous posez. La question que vous posez est de connaître non pas les motifs de ces évictions, mais les raisons du départ du préfet de police. Ça a été dit à plusieurs reprises, et je le redis de façon la plus solennelle. Le préfet d'El-Puech est un grand préfet. C'est un préfet qui n'est pas là par hasard. C'est un préfet qui connaît son métier, son sens, et qui a un sens de l'État remarquable. Mais, samedi, des instructions, elles viennent d'être évoquées par exemple sur le changement de doctrine d'usage des LBD, ont été prises au sein de la préfecture de police sans l'assentiment. Et donc un changement de doctrine par rapport à celle que nous vous avions présentée et que nous avons fixée, sans l'assentiment du gouvernement et des deux ministres qui sont devant vous aujourd'hui. Notamment sur l'usage des LBD, mais pas seulement, sur la mobilité, sur les interpellations. C'est donc, à mon sens, la responsabilité des ministres que de fixer une doctrine. Et la responsabilité du maintien de l'ordre public relève du préfet de police. Des décisions ont été prises au sein de la préfecture de police qui manifestement ne sont pas remontées au préfet de police, et c'est un dysfonctionnement grave. C'est la raison pour laquelle, sans remettre en cause l'homme, nous avons souhaité qu'il y ait une reprise du management au sein de la préfecture de police, sans autre arrière-pensée, non pas de mettre la main sur la préfecture de police, parce que ceux qui connaissent le préfet l'allemand imaginent bien qu'il a un caractère certain qui lui permettra d'être dans la plénitude de sa fonction. Il ne s'agit pas de remettre la main, mais de faire en sorte que ce défaut de management que nous avons connu samedi dernier et dans la préparation de samedi dernier soit réglé. Vous m'avez, Madame la sénatrice, posé la question des saisines de l'IGPN. Je vais vous préciser qu'à l'heure qu'il est, il y a 180 enquêtes judiciaires au sein de l'IGPN, conduites au sein de l'IGPN. Il y a 4 enquêtes administratives pour 433 signalements sur la plateforme. Je précise que ces enquêtes judiciaires et administratives vont de l'insulte alléguée à des blessures graves. Elles sont placées sous l'autorité judiciaire. Je rajoute qu'il y a au sein de la DGGN et de l'IGGN, l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, 38 signalements et plaintes qui sont en cours d'instruction. Ces enquêtes judiciaires, les 180 enquêtes judiciaires, pas les 4 enquêtes administratives, sont placées sous l'autorité d'un procureur. Ce sont des enquêtes qui sont menées de façon approfondie et qui mobilisent des techniques d'enquête criminelle. Il y a des milliers d'heures de vidéos à exploiter le plus souvent, des caméras, des smartphones de témoins, des questions ont été dans ce sens-là. Il y a de la balistique et cela se faisant sous l'autorité judiciaire, ça implique un calendrier différent de celui auquel nous espérerions tous que nous puissions avancer. Mais s'agissant de préparer des sanctions, parce que s'il y a faute, il y aura sanction, il est normal que sous l'autorité d'un magistrat, nous prenions tout le temps nécessaire pour cela. Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit, et nous rendrons publiques les décisions, et chaque fois qu'il y aura sanction, nous rendrons publiques ces décisions-là, peut-être sans nommer la personne, mais parce qu'il est normal, dans le contexte que nous connaissons, que nous puissions répondre à tout cela. M. Gay, d'ailleurs, a évoqué les blessés. Vous m'avez fait le reproche de ne pas avoir un mot de compassion. Je peux vous faire le reproche de ne pas m'écouter, jamais. À commencer par ce matin sur une matinale à France Inter, où j'ai dit ce que j'ai dû dire des cinquantaines de fois. J'ai dit systématiquement qu'un blessé, qu'il porte un gilet jaune ou un képi bleu, était un blessé de trop. J'ai même dit que c'était un échec, parce que chaque fois qu'on a un blessé dans un mouvement, dans une manifestation en particulier, et je fais la différence avec les casseurs, c'est un échec. Et donc évidemment, j'ai autant de mots de compassion que d'émotions personnelles sur chacun de ces blessés, et je ne voudrais pas que vous en doutiez, mais écoutez-moi, je ne vous invite pas à m'écouter forcément, mais écoutez-moi avant d'affirmer cela. Je vous promets que l'émotion, elle ne se distingue pas entre ceux qui sont blessés parce qu'ils étaient dans une manifestation ou ceux qui, dans leur fonction, sont blessés. Mais je fais une vraie différence entre ceux qui sont légitimes à utiliser la force, c'est-à-dire les forces de sécurité intérieure qui protègent les Français et nos concitoyens, nos institutions, et je fais une différence face à ceux qui viennent pour casser ou pour détruire. Je poursuis. Non, Laurent va poursuivre avec les 2 questions suivantes, les 3 questions suivantes, et le complément du président Bas d'ailleurs.
Oui, alors j'avais une question. Alors le complément du président Bas, c'était en fin de... La question de M. Durand. D'accord. Alors, pour ce qui est donc de Madame Carrère, donc sur le dispositif qu'il est envisagé de mettre en place, hein, donc là, quand il y aura une manifestation interdite, on aura la possibilité d'intervenir et donc de verbaliser donc les personnes qui se seront rendues à cette manifestation avec donc une amende, une contravention donc sanctionnée par une amende qui sera portée par voie réglementaire, on l'espère maintenant le plus rapidement possible, à 135 € au lieu de 38 € et cette disposition sera utilisée pour verbaliser. Et quant à l'interdiction, je redis, on avait évoqué la question d'interdiction par quartier, que certains ne seraient pas concernés. Je redis qu'en dehors de ces périmètres d'interdiction, la notion donc d'attroupement en vue de commettre des violences nous permettra d'intervenir. À la question précise qui a été posée également par Madame Carrère, de savoir si dans la perspective de la mise en œuvre des arrêtés individuels d'interdiction de manifester lorsque la loi entrera en vigueur, la réponse est oui. Nous avons identifié un certain nombre d'individus qui seront susceptibles de faire l'objet de cette mesure. Donc je ne peux pas vous donner le chiffre précis, mais l'ensemble des préfectures y travaillent d'ores et déjà pour essayer d'identifier sur la base des faits qui ont été commis lors des samedis précédents notamment, mais pas que, on puisse prendre ces arrêtés. Concernant la question que m'a posée monsieur le sénateur Bonhomme, donc je vous redis que sur le LBD, il n'y a pas, y compris au sein de l'appareil de l'État, en tout cas pour ce qui est des ministres, pour ce qui est des directeurs généraux, de la police et de la gendarmerie nationale, le LBD, il y a un attachement très fort de l'ensemble des services à la possibilité d'utiliser le LBD qui, je le rappelle et je le redis, on a eu des échanges nourris lorsque a été examinée la proposition de loi ici au Sénat visant à interdire l'usage du LBD et que le Sénat, dans sa grande sagesse, n'a pas adopté. Nous avons eu énormément de discussions là-dessus. Je rappelle que le LBD, il est en réalité utilisé quand une manifestation a basculé en émeute, en guérilla urbaine. C'est une de ses conditions d'utilisation. Et donc, on n'est pas, quand j'entends le défenseur des droits parler d'utilisation du LBD dans le cadre de maintien de l'ordre, ça n'est pas exact. Le LBD n'est pas utilisé en maintien de l'ordre, il est utilisé quand on a basculé dans l'émeute et dans la guérilla urbaine. Concernant les consignes qui ont été données sur samedi dernier, je crois que le ministre de l'Intérieur a répondu, et oui, bien évidemment, dès samedi prochain, nous procéderons au rappel systématique, comme nous le faisons tous les samedis, sur le fait que l'usage du LBD est absolument indispensable dans le cadre de la gestion de ces mouvements que nous connaissons. On rappellera ces consignes, mais encore une fois, comme on le fait chaque samedi. Sur la question posée par M. Durand sur le travail de renseignement, non, le travail de renseignement, il n'a pas baissé dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Au contraire, il n'a cessé de s'améliorer. Donc l'ensemble des services s'intéressent à cette thématique, cette problématique, au-delà, et vous comprendrez que je ne peux pas en dire plus, au-delà des mouvances ultra-gauche et ultra-droite qui participent à ce mouvement. Donc, les services de renseignement travaillent sur ce dispositif, travaillent sur ce mouvement, et il n'est pas tout à fait exact de dire que la mouvance ultra-droite n'intervient que de manière minoritaire dans ce mouvement. Ce n'est pas tout à fait exact. Ils ont du mal à prendre l'emprise parce qu'il y a énormément d'individus d'ultra-gauche qui s'agrègent au mouvement, ça il faut le dire. Leur emprise n'est pas limitée, comme ça a été dit. Donc le rapport de force n'est pas favorable à l'ultra-droite, et c'est en grande partie pour ça qu'on ne les voit pas les samedis après-midi, mais on ne peut pas dire que l'ultra-gauche n'est pas présente. Elle est très présente. Elle est très présente à Paris, elle est très présente à Bordeaux, elle est très présente à Toulouse, et nous les suivons de près. Et j'en profite, Christophe, monsieur le ministre de l'Intérieur, comme tu m'invitais à le faire, sur la loi de 2010. D'abord, je redis ce que j'ai dit sur les groupes. Quand ils se donnent un rendez-vous pour se rendre à une manifestation, on les contrôle. On les contrôle sur le terrain. Ça se fait tous les samedis. Et on a pu dissuader un certain nombre d'individus de se rendre à des manifestations et les écarter. Concernant l'utilisation de la loi de 2010, il faut qu'on regarde de près. Enfin, moi, Monsieur le Président, on va regarder ça de près, mais là-dessus, moi, je partage ce qu'avait dit Madame Troendlé au moment dans son rapport sur la proposition de loi Retailleau, où elle disait à juste titre que la judiciarisation, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, du maintien de l'ordre est encore complexe à mettre en œuvre dans la pratique. Le traitement judiciaire de fait commis en masse dans l'urgence nuit à la qualité des procédures. Et c'est pour régler ces problèmes, justement, que certaines mesures ont été adoptées pour accélérer le traitement judiciaire ou
qu'ont été prévues des mesures de police administrative, et c'est bien ce que nous aurons avec la loi Retailleau. Voilà, donc je veux bien qu'on va regarder ces dispositions de la loi de mars 2010, mais j'ai peur qu'elles nous permettent que de traiter qu'un petit nombre d'individus dans le cadre effectivement d'actes préparatoires. Je suis absolument certain que quand c'est le cas, quand des actes préparatoires sont constatés, je pense que la procédure de la loi de 2010 est mise en œuvre, mais en tout cas on vérifiera bien évidemment ce point. Voilà, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Alors ensuite, on a la question de Monsieur Cadic. Monsieur Cadic. Oui. Monsieur Cadic, vous me posez la question, quand comptez-vous rétablir l'ordre public, l'ordre républicain? Je crois que beaucoup de ministres de l'Intérieur ont toujours eu l'envie de vous répondre immédiatement, dès samedi prochain. Ce que je veux dire, c'est non pas faire une réponse de matamor, parce que quand on organise le sommet de l'OTAN en 2009 à Strasbourg, on sait qu'il va y avoir des difficultés. Je ne sais plus, mais la question n'est pas de savoir qui était le ministre de l'Intérieur. 85 UFM sont mobilisés, 11 000 personnes sont mobilisées, et pourtant il y a de la casse. Et donc, la seule réponse que je veux vous faire, c'est que nous voulons donner à nos forces tous les moyens pour rétablir l'ordre public. Et que c'est essentiel que nous leur donnions tous les moyens, et c'est ce que nous faisons. En assumant le débat, et j'ai fait quelques médias, Laurent Nunez aussi, évidemment, on nous dit « oui, mais alors vous prenez le risque qu'il y ait des blessés ». Pour rétablir l'ordre public face à des voyous, il faut assumer la confrontation. Je le dis, je ne vois pas d'autre qualificatif que voyou, si, pire, assassin, pour ceux qui mettent le feu à un immeuble d'habitation dans Paris. Parce que j'étais, mais les mots est en sens, Madame de la Gontrie, quelqu'un qui met, mais on peut être en désaccord, quelqu'un qui met le feu à un immeuble d'habitation assume d'être considéré comme un assassin. Et j'ai rencontré la famille, cette maman avec cette petite fille et ces deux autres grands garçons, plus jeunes garçons qui étaient là, et je sais ce qu'elle m'a raconté, je sais ce qu'elle a vu de ses yeux, et elle a vu la mort, et elle a été sauvée par l'intervention de nos forces de police. Mais Madame la sénatrice, vous pouvez avoir un avis différent, je considère cela et j'en suis intimement convaincu, c'est ma conviction, vous pouvez avoir une conviction différente. Mais vous savez, Madame la sénatrice, il n'y a pas la revendication de dire oui, il y a la défense de nos policiers et puis on condamne évidemment la violence, mais quand on condamne la violence, il n'y a pas de mais. Je voudrais compléter le propos que nous avons tenu en répondant à Madame Jourda qui évoque la complaisance du gouvernement, non pas pour nous la reprocher, mais pour la perception qu'on peut avoir. Je voudrais vous dire, la semaine dernière, il y avait en France 27 000 manifestants. Ça n'est plus un mouvement social. Aujourd'hui, il y avait 100 000 manifestants de plus que cela sur l'ensemble du territoire national. Ce mouvement ne survit aujourd'hui que par la violence. Parce que sinon, il est effectivement réduit à quelques milliers de personnes qui manifestent, qui empêchent, qui bloquent. Ce matin, 3 tentatives de blocage de dépôts pétroliers pour empêcher le fonctionnement de la France. Très ciblés, très visés, et qui multiplient tous les moyens de ruser, entre guillemets, avec la police, avec la gendarmerie. Mais ça n'est plus aujourd'hui un mouvement social revendicatif. Il n'y a plus une revendication portée par ces 27 000 gilets jaunes qui manifestaient la semaine dernière. Et donc il y a effectivement cette violence, mais c'est seulement cette violence-là qui est présente dans l'action. Madame Bois-Chavin, vous nous avez interrogé en rapportant les propos de Philippe Capon sur la perte d'initiative. Nous l'avons entendu. J'ai dit tout à l'heure que l'évolution de doctrine s'est faite aussi avec les partenaires sociaux et que nous avons perdu. Nous avons perdu la mobilité, la capacité d'initiative, la capacité d'intervention et la capacité d'interpellation samedi dernier. Nous voulons la retrouver, mais nous voulons aller plus loin. Non seulement en renforçant les moyens de ces unités anti-casseurs avec une doctrine spécifique d'emploi et comme l'a dit Laurent Nunez en faisant bien la différence entre les moments de la manifestation et les moments de l'émeute parce qu'évidemment ça n'est pas la même façon d'accompagner l'ordre public et surtout nous voulons aller plus loin. Je vais vous prendre un seul exemple. Il y a aujourd'hui dans les interventions les unités de force mobile, les compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de gendarmerie mobile. Elles ont des fonctions. Nous allons mettre dans leurs fonctions la mobilité et l'interpellation. Nous allons rajouter cela dès samedi prochain. Ça implique du coup des mesures d'accompagnement judiciaire, des présences d'officiers de police judiciaire, des véhicules pour les amener ensuite dans les lieux où ils pourraient être mis en garde à vue. Mais donc nous avons pris cette décision de conforter encore
cette mobilité et surtout cette capacité d'initiative. Cela implique un choix, celui de la confiance. Celui de la confiance au plus près du terrain, au commissaire qui est là et qui est officier de police judiciaire, et ça implique du coup la responsabilité. Et donc, je le dirai d'ici la fin de semaine par un message adressé à toutes les forces, évidemment qu'il y a des moyens renforcés, mais qu'il y a une responsabilité renforcée. À commencer, vu qu'on a beaucoup parlé du LBD, par la doctrine d'usage du LBD, que nous rappellerons une nouvelle fois, parce qu'effectivement, elle correspond à un usage particulier qui implique d'en respecter la doctrine. Donc oui, nous voulons renforcer l'initiative sur le terrain. Ensuite, M. Darnaud, et c'est Laurent Nunez qui va répondre. Oui, je crois que c'était de nouveau sur l'évolution de la doctrine. Oui, depuis le 4 décembre, la doctrine évolue. Je vous confirme, on a bien bougé depuis décembre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on renforce à partir de samedi avec cette idée, quand il y a un attroupement et qu'on sait qu'il va y avoir des violences de manière certaine, on ne permet même pas l'attroupement. Donc on n'attendra pas qu'il y ait des exactions et des violences pour intervenir. Donc, et quand je dis on ira au contact, ce n'est pas un combat au corps à corps, c'est qu'on ira au contact, pardon d'avoir utilisé un terme qui correspond plus à mes anciennes fonctions administratives, c'est plus aller physiquement à la dispersion et obliger les individus à se disperser, sinon nous interpellerons. Et dans le cadre d'un dispositif qui sera renforcé de traitement judiciaire, comme vient de le dire à l'instant le ministre, ça veut dire beaucoup plus d'OPJ, ça veut dire beaucoup plus de capacité de traitement en garde à vue s'il le fallait, et beaucoup plus de véhicules pour la locomotion des individus qui seront interpellés. Madame la Présidente Primas, vous m'avez posé une question directe, 2 questions directes. Le préfet de police a-t-il désobéi? Vous a-t-il désobéi? Je ne le crois pas. Avec les échanges que j'ai eus avec lui, je ne le crois pas. Par contre, il y a eu des dysfonctionnements graves dans le cadre de son management et sous son autorité. Ce que nous avons évoqué, des changements de doctrine et de mise en œuvre sur l'usage du LBD et plus globalement sur la gestion de la situation samedi dernier, sachant que les modifications, par exemple, sur l'usage du LBD datent de 2 semaines avant. Je peux évoquer une anecdote, même si le mot ne me plaît pas. Dimanche matin, quand j'étais avec les forces de sécurité au commissariat du 8e, c'est un policier qui m'a pris à part et qui m'a dit « Monsieur le ministre, c'est quand même dommage qu'on puisse moins utiliser les LBD ». Ma première réaction est de lui dire « Mais il n'y a aucune consigne sur ce sujet. C'est une erreur, voire même c'est une rumeur ». Et je sais depuis ce matin que depuis 2 semaines, des consignes avaient été données. Je crois que le préfet de police, c'est ce qu'il m'a dit, n'était pas informé. Il y a donc un dysfonctionnement grave de management qui implique les changements sur lesquels Mme de la Gontrie m'a opéré. Mais je le dis, le préfet de police d'El-Puech est quelqu'un qui a le sens de l'État et qui en aucun cas n'aurait voulu désobéir pour désobéir. Et s'il avait eu un désaccord avec moi, je suis intimement convaincu qu'il me l'aurait dit. Et c'est normal qu'il le fasse, c'est ce que j'attends aussi des préfets vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. Monsieur Richard, vous nous avez posé la question sur les interpellations, je crois qu'on y a répondu, à la fois celle de samedi, 345 interpellations, 9858 depuis le début. Les DAR n'ont pas montré leurs limites, ils ont montré une vraie efficacité au fil des semaines écoulées. Ils ont été, je l'ai dit tout à l'heure, en partie dépassés la semaine dernière, et donc il est nécessaire que nous puissions les renforcer. Et la dernière question, c'est celle de M. Segré. Je propose que Laurent Nunez puisse y répondre. Merci. Je vais répondre à cette question qui est effectivement très pertinente sur les DAR et sa coordination avec les unités de force mobile. Donc effectivement, c'est une question. Donc, je rappelle que le DAR est un dispositif qui n'existe qu'à Paris. Donc en province, on a toujours également, sont aussi constituées des sortes de DAR, des compagnies qu'on appelle des compagnies d'intervention, qui sont constituées pour gérer des mouvements d'ordre public et qui sont parfois adossées à des unités de force mobile. Là, à Paris, les DAR sont parfois adossés à des unités de force mobile, parfois ils fonctionnent de manière autonome. Nous avons souhaité avec Christophe Castaner à partir de samedi, et ça fait partie des annonces qui relèvent du commandement unifié dont je parlais, que l'ensemble des DAR travaillent en totale complémentarité avec les unités de force mobile. Les DAR, pour bien comprendre, ce sont des effectifs en tenue et en civil qui sont encore plus mobiles que les forces mobiles et dont la vocation première est d'aller interpeller des individus ou mettre fin à des exactions de manière extrêmement rapide. Nous souhaitons qu'ils soient adossés à des forces mobiles
comme ça se pratique en province, qui permet de dégager du terrain, d'aller interpeller, et dans le cadre d'un commandement unifié. Et la question qui a été posée, donc la question qui m'avait été posée d'ailleurs par M. Grosdidier, à laquelle je n'avais pas pu répondre, j'en suis désolé, au moment où nous avions cette discussion sur l'interdiction du LBD, puisque le membre du gouvernement n'avait pas la parole dans ce cadre-là. Mais je vous confirme tout à fait qu'il est bien évidemment question, dans le cadre du schéma national que nous allons mettre en place sur l'ordre public, de former de manière beaucoup plus approfondie qu'ils ne le sont déjà, ces effectifs qui sont mobilisés pour des dispositifs de maintien de l'ordre. Nous avons bien entendu les organisations syndicales et ce que vous nous disiez lors de ce débat, monsieur le sénateur. Voilà pour ce qui est des DAR. Donc effectivement, un commandement qui sera plus unifié, plus resserré et une articulation encore plus fine recherchée pour être encore plus mobile, comme vous l'a indiqué le ministre de l'Intérieur. Vous avez terminé, messieurs les ministres. Je vous remercie d'avoir répondu si complètement à nos questions. 53 minutes de réponse, une audition qui a duré près de 3 heures. Rien que pour les questions qui vous ont été adressées, plus de 30 collègues qui vous ont posé des questions. Et dans l'après-midi, nous avons été jusqu'à 80 sénateurs pour vous entendre. C'est le signe, chaque sénateur représentant ici son département, d'une attente très forte de notre pays sur l'efficacité de votre action en matière de rétablissement de la sécurité. Je sais que la pression sur vous est très grande, mais voyez dans cette très grande implication du Sénat par les questions qui ont été posées, la confirmation que la situation actuelle ne doit pas tourner à une sorte de routine répétitive des désordres tous les samedis, et qu'il y a effectivement non seulement des mesures à prendre, j'espère que celles qui ont été prises hier porteront leurs fruits, mais effectivement une nouvelle mise sous tension de l'ensemble du dispositif des forces de sécurité, afin que désormais l'ordre public soit rétabli et l'autorité de l'État tout à fait respecté. Voilà ce que je voulais vous dire en mots de conclusion, avec une grande confiance pour nos forces de sécurité qui sont mises à l'épreuve, mais aussi une attente qui doit absolument être satisfaite pour que notre économie, notre société retrouve un climat de concorde sans lequel nous ne pouvons pas avancer dans le redressement du pays. Voilà pour cette audition de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, accompagné notamment de Laurent Nunez, son secrétaire d'État. Tous deux ont répondu à la trentaine de questions qui leur ont été posées par les sénateurs, notamment ceux de la Commission des lois. Vous l'avez vu, beaucoup de sénateurs ont jugé la gestion de l'exécutif défaillante, notamment samedi lors de l'acte 18 des Gilets jaunes, et ne s'expliquent pas ces 18 samedis de mobilisation qui ont été synonymes pour certains de saccage, et notamment bien sûr sur les Champs-Élysées. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.